Bonjour à tous, nous revoilà. Alors on est encore super content de vous retrouver. Souvenez-vous, la dernière fois on a fait donc l'épisode 2, le titre c'était « Les hommes ne pleurent pas, même en situation de burn-out ». Aujourd'hui, on vous propose la partie 2, « Les hommes ne pleurent pas, même en situation de burn-out ». Partie 2, let's go. Voilà, dans cette partie 2, l'idée c'était quoi? Parce que dans la partie 1, on s'est surtout arrêté sur nos expériences personnelles avec le burn-out et un petit peu les causes du burn-out dans nos situations et aussi la façon dont on le définit et on le comprend. Ici, on va plutôt s'attarder sur les solutions que nous, on a expérimentées et aussi comment on s'en est sorti ou comment on est en train de s'en sortir, si c'est comme quelque chose qu'on vit actuellement. Donc, c'est un petit peu ça l'idée du podcast, sachant que la dernière fois, on va dire que les choses importantes qu'on avait pu retirer de cette discussion, c'était prioritairement le fait que le burn-out, on le vit principalement comme c'est une façon d'être un peu déconnecté de son travail, de son activité, d'un point de vue de ses valeurs. C'est quelque chose où on se sent inauthentique, où on a l'impression de devoir jouer un rôle, que c'est très lié à l'image de l'homme qu'on pense devoir donner, l'homme qui provide pour sa famille, qui subit un besoin, qui a un rock, etc. Et que le fait qu'on internalise beaucoup et qu'on garde beaucoup ça dans notre tête, finalement, ça fait gonfler un peu le truc parce qu'on manque de perspective, on manque de nuances. Et c'est quelque chose qui peut peser très lourd. Et cette lutte silencieuse, on se doit de la partager avec des gens qui vivent quelque chose de similaire. Mais le problème qu'on a, et c'est sur ça qu'on va très vite enchaîner, le problème c'est qu'entre hommes, généralement, on a une tendance à rationaliser beaucoup. Ce qui fait que quand quelqu'un vient te parler d'un problème au travail, généralement, tu viens avec des solutions, avec un plan d'action, avec des choses qui sont objectives sur comment il pourrait résoudre ça, alors que quelquefois, ton besoin, principalement, c'est d'être écouté, c'est de sortir ce que tu as et d'écouter si quelqu'un a vécu quelque chose de similaire et voir comment il est passé à travers ça. Mais c'est pas qu'on essaie de résoudre tes problèmes à ta place parce que voilà, généralement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et s'il suffisait de te donner des solutions, tu vas voir ChatGPT, il te fait une liste de tout ce que tu dois faire, il va te sortir de la misère, tu vois. Mais c'est pas ça. C'est pas ça le but, quoi. On veut un vrai échange ici. T'as vu? Donc, pour rebondir, je pense que principalement, je vous demandais à chacun un peu d'expliquer un petit peu quelle est la situation ou l'expérience la plus proche que vous avez eue de ce que c'est un burn-out, parce que peut-être vous ne l'avez pas expérimenté, mais peut-être vous avez senti que vous étiez très proche. Et si vous en êtes sorti, qu'est-ce que vous avez fait pour en sortir? Et si vous êtes en train d'en sortir, qu'est-ce que vous faites? Mais aussi une petite parenthèse, parce qu'on l'a mentionné un petit peu dans le développement de ce qu'on disait, etc. Mais il faut quand même rappeler qu'on a aussi une formation qui est intéressante pour le topic dont on parle, puisqu'on est tous des experts en recrutement, on a tous plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. Donc Shane d'ailleurs il a un peu plus d'expérience que nous. Donc, un petit peu. Il est sage. Donc voilà, on a beaucoup accompagné des gens qui veulent changer de job parce qu'ils vivent des situations difficiles. On a accompagné aussi des gens plutôt en tant qu'intermédiaire entre des indépendants et des sociétés. On les accompagne tout au long des missions. Et là, on voit des choses quelquefois, je pense, extraordinaires qu'on aura peut-être l'opportunité de mentionner. Et donc on a été témoin de beaucoup de choses et on a aussi vécu, nous, après ces choses-là. Donc, voilà. Je ne sais pas qui veut commencer ici. Je vous donne la parole. Pour revenir sur le point que tu disais, voilà, quelle était mon expérience avec le burn-out, je pense que moi, personnellement, j'ai traversé la situation très récemment. Je traverse encore un peu la situation en quelque sorte. Okay. Je pense que mon vécu avec le burn-out, c'était une situation où comme je disais la dernière fois déjà un peu, il y avait une grosse différence entre ce que je vivais dans mon job et ce que je pensais que j'allais vivre dans mon job. Et le problème là-dedans, c'est qu'au quotidien, tu fais différentes tâches qui sont ton job naturellement, logique, mais qui, en temps normal, voilà, c'est des tâches qui te prendraient pas trop d'énergie. Ouais. Et comme Ivan disait à l'époque, voilà, tu te déconnectes un peu. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que cette déconnexion avec les sentiments, ce que ça me faisait ressentir, l'énergie que j'en recevais, j'en retirais beaucoup moins que ce que j'en donnais au final. Ouais, la fatigue dont tu nous parlais en off, là, je pense. Cette fatigue en off, c'est en fait, tu arrives à un certain moment où tu as cette fatigue physique et mentale, où tu peux dormir autant que tu veux. Tu as l'impression que quand tu te réveilles, en fait, il te manque encore 3 nuits pour pouvoir te remettre dans le bain. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tenu sur cette corde un peu trop longtemps. C'est que j'avais l'impression d'être épuisé. Ouais.
Mais je me disais que voilà, de par l'image que je pensais de l'homme et de ce que je devais représenter, ma famille, ma femme et mes 2 enfants, tu vois, allez, c'était pas le moment de lâcher prise. Ouais. J'avais pas envie de paraître faible. Ouais. Mais en fait, c'est pas le mot, c'est de paraître vulnérable Ouais, je vois. face à tout le monde, au fait. Parce Carrément. que quand tu décides à un moment ou à un autre d'admettre que tu es en burn-out, bah, du jour au lendemain, tu arrêtes tout. Ouais. En fait, ça coupe les machines, tu arrêtes d'aller au boulot et puis voilà, tu recommences à faire un travail sur toi-même. Et je pense que c'est là où a commencé, pour moi, personnellement, cette première étape dans aller mieux. C'est quand même arriver à ce stade de se dire, au fait, j'admets, mon corps n'arrive plus à suivre. J'ai peut-être dû attendre trop longtemps et que mon corps, t'es malade, t'en peux plus, il t'envoie tous les signaux d'alarme. Mais à ce moment-là, c'est là où je me suis admis à moi-même. Il est peut-être temps que je m'écoute et que je commence cette route pour guérir. Quoi. Pour guérir, ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment spécifique où tu te souviens d'un moment, d'un déclic où tu te dis, ouais, là, en fait, je me rends compte. Bah, je pense que, comme on disait dans les 2 épisodes précédents, de par notre éducation, on fait très fort attention à comment est-ce qu'on va réagir par rapport à certaines situations. Je pense que émotionnellement, mine de rien, on est quand même tous des êtres émotionnels et que cette gestion qu'on a connue jusqu'à un certain point fait que dans notre environnement professionnel, comme tu disais, on va pas forcément aller pleurer directement ou on va pas forcément s'emporter. On va dire, tu sais quoi, on relativise les choses. En fait, moi, c'est à partir du moment où j'arrivais plus à réaliser, où j'ai réalisé que je ne relativisais plus. J'avais plus cette soupape qui me disait en fait, c'est qu'un taf. Tu vois, il y avait plus cette différence entre, en fait, je vivais ce mal-être constamment. Il y avait plus cette déconnexion, en fait. Et c'est là où je me suis dit, en fait, il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Ok. Mais bon, tu sens ces signaux et puis tu rentres dans un meeting. Ta manager ou ta cliente ou peu importe qui te dit quelque chose qui va Ouais. Et là, Tu essaies de rester... de rester calme. Ouais. Tu regardes autour de toi et tu essaies d'expliquer ce que tu ressens parce que finalement, tu te dis, ouais, en fait, je vais plus tenir. Et tu essaies de lui dire, voilà, il faut comprendre que je suis en train de traverser une chose où je ne comprends pas trop ce que tu veux de moi. Ouais. Mais l'impression que ça me donne aussi, c'est ça. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe en moi. Je peux pas te l'exprimer comme j'aimerais te l'exprimer. Mais de la façon où on échange là maintenant, c'est en train ça n'apporte pas un plus. De bouillonner, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est intéressant parce que quand on parle de déclic et tout, je pense que pour moi aussi, c'est ça. Comment tu peux voir que vraiment là, t'es trop loin et que voilà, le burn-out, il est là. C'est quand il y a un truc qui se passe dans ta tête où, tu vois, quand on parle d'authenticité, au final, l'authenticité, c'est... bon, là, j'extrapole un peu, mais c'est, tu vois, tout ce qui est code de la société, normes, ce qui est attendu autour de toi, etc. Mais c'est quelque part, en fait, je m'y conforme si je veux, mais je suis moi-même, tu vois. Et le burn-out, ce moment de déclic, c'est ce moment où tu es dans une salle de réunion, où tu es au travail ou autre, et il y a un truc dans ta tête qui se dit, là, en fait, je sens, à tout moment, je peux faire une dinguerie. Il n'y a plus de code, il n'y a plus de code, il n'y a plus de formalité, il n'y a plus de oui, mais si je fais ça, quand même, je risquerais de me faire renvoyer pour faute grave, ne pas avoir le chômage, je risquerais peut-être même des poursuites, tu vois, parce que ça peut vite aller loin dans le cas du travail. La personne va peut-être, elle, se mettre en burn-out et dire que c'est de ma faute parce que j'ai fait une dinguerie et tout. Tu vois, non, mais c'est ça. Tu vois, quand tu te sens pas bien, tu peux avoir ce type de projection en train de faire une dinguerie et tu as cette soupape. Tu vois, tu as ce truc qui te retient. Pour moi, à partir du moment où tu es vraiment en burn-out, c'est quand tu es au taf. Et tu te dis, tu vois le bug là, et tu te dis, lui aujourd'hui, si lui aujourd'hui, il me fait, non mais si lui aujourd'hui il me fait la même réflexion qu'il m'a fait la semaine dernière, je le démarre sur place. Exactement. Je le démarre sur place, je prends la table, je la retourne, je lui mets sur sa tête. Exactement. Et là en fait tu te dis, non en fait là on va rentrer à la maison. C'est ça. Ah ça va pas. C'est tu ça. vois ce que je veux dire. C'est ça, j'allais te poser la question du coup, ça t'est arrivé et comment t'as réagi à ce moment-là? Est-ce que t'étais à 2 doigts Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a arrêté ou c'est vraiment un self-control qui a fait en sorte que tu te dises non, Lens, faut que je me calme, c'est reparti. Je pense que moi il y a quelque chose qui joue souvent en ma faveur et en ma défaveur, c'est voilà, moi je suis on a beaucoup travaillé ensemble, on a beaucoup été dans des situations compliquées, etc. Moi je suis bon avec les mots. T'as vu, ça veut dire que je peux vraiment synthétiser une situation, venir apporter des solutions, challenger les gens,
tu vois, être très analytique, etc. Mhm. Mais ce problème, c'est que ce super pouvoir-là, quand tu t'en sers, quand tu es en colère, pour communiquer une colère, ça fait généralement très mal, tu vois. Ouais. Ça fait très mal parce que c'est extrêmement violent tout en étant... Mais je te donne absolument rien pour que tu puisses dire, là, il a dépassé les limites, en gros. T'as pas été impoli, t'as pas été respectueux, tu vois. Et je pense que moi, c'est un peu ça, mon arme de défense. C'est que moi, quand ça va trop loin, je tire à balles réelles avec les mots. Je sais que j'ai pas besoin de retourner une table parce que c'est pire ce que je suis en train de te faire. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois. C'est pire ce que je suis en train de te faire. Et je pense que c'est que finalement, en fait, tu es en train de préparer toi-même ta propre chute. C'est un peu une invitation, les gars. De manière inconsciente. C'est mieux qu'on arrête. Tu vois ce que je veux dire? C'est mieux qu'on l'arrête. Parce que moi, je suis en train de vous faire comprendre par A plus B pourquoi je me retrouve pas dans ce que vous faites, pourquoi je trouve que c'est pas cohérent, pourquoi je trouve que c'est pas intelligent, pourquoi je trouve que c'est pas efficace, pourquoi ça correspond pas à mes valeurs, tu vois. Donc quand ça m'arrive, généralement, je pense qu'il y a ça qui m'a sauvé de faire une dinguerie. Mais ça m'est arrivé rarement dans ma vie, d'arriver à ce stade où j'ai cette pensée et je me dis, non, mais si je suis là, je vais faire une dinguerie, je pense que j'ai ce réflexe de partir. Parce que je sais aussi, je me connais, je sais que quand je fais une dinguerie, je fais une dinguerie. Tu vois. Non, mais on se connaît. Il n'y a pas de retour, tu vois. Non, je sais que c'est le genre de truc où tu te dis, il n'y a pas de retour. Tu vois. Ouais. Donc, je me dis, non, en fait, là, il n'y a pas d'autre solution que la fuite. Et d'ailleurs, ça me fait penser, parce que c'est ça, tu vois, quand on parle de burn-out, c'est pour ça que j'aime beaucoup, il y a des termes qu'on utilise, tu vois, souvent les gens, souvent les franchouillards, ils se plaignent un peu, ces termes, ces anglicismes qu'on utilise, etc. Ouais. Mais tu vois, il y a cette puissance de la langue anglaise que le burn-out, ça veut dire ce que ça veut dire. Le burn-out, pour moi, c'est quelque chose qui est lent, qui est insidieux, que tu vois pas venir et qui te cuit, en fait, tu vois, à petit feu. Tu te rends pas compte que tu es en train de cuire. Je pense que c'est la même ce qu'on fait avec les homards ou un truc comme ça, je pense, avec les crevettes, ou tu vois, tu les mets mais tu les mets une température, en fait, où ils s'en rendent pas compte qu'ils sont en train de bouillir. Et ils finissent par mourir sans s'en rendre compte. Tu vois. Pour moi, c'est vraiment ça le burn-out. Tu vois, c'est ce truc où ça arrive tout doucement, et c'est tellement long et lent que ça passe en dessous du radar, et quand tu t'en rends compte, c'est trop tard. T'as brûlé. Ça, tu vois, c'est ça le burn-out. Et moi, quand je raconte ça, ça me fait penser à toi. Ton histoire, je me souviens. Tu parles de thématique ou pas? Pourquoi tu dis le nom? On va biper. On va biper. Mais ouais, je pense à ça parce que je me dis, en réalité, c'est ça. C'est que ça a tellement été une dinguerie que ça pouvait pas passer en dessous de ton radar. Non, donc t'as eu ce truc de réactivité de non, mais là, vous allez me faire péter un câble, je vais me casser. Non, mais moi j'ai pété un câble, gros. non, mais j'ai pété un câble, c'était burn-out, là maintenant, justement. Parce que moi, je me suis retrouvé dans une situation, les gars, où j'ai tout le self-control du monde. Un peu comme Ivan, j'ai vraiment cette aisance avec les mots où j'essaie de bien les choisir et d'être super diplomatique. Mais le jour-là, et je vous le dirai droit dans les yeux, mon manager, je lui ai dit, fuck you. Tu vois, tu peux biper si tu veux. Voilà, c'est ce genre de moment dont on parle. Tu vois, ce moment où tu te dis, je vais faire une dinguerie, où tu dis, parce qu'il faut savoir, vous ne connaissez pas. Trésor, c'est quelqu'un d'extrêmement poli, d'extrêmement respectueux. Vraiment. Pour lui qu'il insulte quelqu'un, vous vous rendez pas compte. C'est l'équivalent de si je lui crache à la gueule, quoi, tu vois. Voilà. C'est un truc de malade, quoi, tu vois. Et imaginez-vous maintenant que cette personne était mon supérieur hiérarchique. Donc il y a eu un moment où tu sens que ça monte, tu dis ouais, mais c'est pas possible. La personne, elle est en train de voir quand même qu'elle pousse un peu trop loin, etc. On arrive dans des bails, la personne, elle t'appelle à 8h du matin, elle te demande de mettre ta cam pour savoir ce que tu fais, etc. Je sais pas si vous connaissez ce terme de micromanagement. Après, il y a le macro, il y a je sais pas, le nano-management, j'appelle ça. Où ça devient vraiment trop, quoi. Et je me suis dit, mais déjà, il y a ce management-là. Et ensuite, t'as la personnalité de la personne, tu te rends compte que vous matchez pas. Il y a ce truc de la communication, pour moi, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Communiquer, c'est quelque chose que tu peux faire tout seul, je veux dire, mais la communication, c'est un échange, c'est un dialogue. Pour dialoguer, il faut être deux. Et avec même ton manager, tu vois, il faut s'échanger les trucs, etc. Mais cette personne-là, je t'avoue, elle m'a fait faire une dinguerie. Donc, on avait une mission courte, c'est une mission de 3 mois. J'avais l'impression que ça durait 6 mois. C'est-à-dire qu'après 2 semaines, rendez-vous compte, moi, je suis un indépendant. C'est-à-dire que si je perds ma mission demain, c'est quand même chaud, tu vois, parce que j'ai pas de sécurité, j'ai pas de chômage et tout. Mais après 2 semaines de contrat, je me disais, c'est bon,
c'est bon, je vais la démarrer, moi je n'ai rien à faire, c'est bon, je vais les payer s'il faut, etc. Si c'est pas possible. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de vivre une situation vraiment burn-in suivie d'un burn-out, le jour où en fait tu avais 2 freelancers également qui ont démissionné. Je me dis c'est quand même chaud des freelancers qui démissionnent. Ouais, c'est symptomatique, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est propre à cet environnement-là. Il m'a fallu ce déclic-là pour que je me rende compte que ouais, il y a quelque chose qui se passe et peut-être donc en fait que toi c'est ça, c'est vraiment aussi. le fait de dire en fait c'est pas que dans ma tête. De Ouais. voir quelqu'un d'autre, tu dis ah ouais non en fait c'est une dinguerie. Exactement. Parce que ce qu'il y a dans ma tête, j'essaie toujours de le raisonner. J'essaie toujours de me dire il y a une explication, il y a un truc peut-être que on processe rationnellement les émotions. voilà, c'est ça. Et mais en fait comme tu l'as dit Shane, quand tu peux plus relativiser et que tu te dis que la personne elle te parle et tout, tu lui dis come on, it's okay, alright. Tu vois, là tu dis ah ouais, là je suis en train de faire des dingueries, laisse tomber, jusqu'au stade où genre c'est presque vous fightez littéralement et alors tu te dis mais en fait c'est une situation qui n'est pas normale, ce n'est pas une situation saine. Comment est-ce que je me suis retrouvé là? Et en plus de ça, la personne qui est en face de toi, elle te donne du carburant au lieu de t'apaiser. Et là du coup la question c'est jusqu'où en fait? Jusqu'où? C'est quoi ta limite? C'est ça. Tu vois? Et pour moi, c'était ça. Je pense que cette limite, elle avait été dépassée depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Je pense que tant que tu acceptes ça, ça te reprendra de l'énergie, tu vois? Ouais, c'est ça. Moi, ce qui a été le déclic, c'est quand j'étais en face de ma cliente et que tout à coup, elle me parle. Je pense que le nano-management, comme tu dis, c'est quelque chose un bon terme. Hein. C'est un très très bon terme, mais c'est quelque chose qui met encore plus de pression. Parce exactement. Que tu fais ton taf déjà qui est multifacette. Tu es occupé avec différentes choses. En plus, tu dois faire attention aux moindres détails. Et à la seconde près, parce que si tu l'as pas mis avant 3 heures, c'est vraiment ça. Et si tu l'as pas mis avant 3 heures, comment est-ce que tu veux que je puisse tu vois? C'est une relation toxique d'un couple qu'on est en train de décrire. Exactement un peu. Quelqu'un qui dit t'es arrivé à l'endroit, tu m'as pas envoyé un message, t'es reparti, tu m'as pas envoyé un message, tu m'as pas dit combien de temps t'allais rester, tu vois. Si je t'appelle pour savoir ce que tu fais et je t'appelle mets la cam. mais enfin... c'était un peu ça le ressenti. Et après, au fur et à mesure du temps, elle était en train de me gazer comme ça sur des petits détails. Et mon casque, raccroché parce que je travaillais remote. On a de la chance que c'est remote, les gars. On a échappé parce que qu'est-ce qu'on fait quand c'est en face? Il y a une chaise qui aurait volé là. Non, mais je vous jure que. Maintenant, vivement le remote parce que l'assistant live, je répète à plomb, mais on n'aurait pas pu me retenir, je pense, tu vois, c'est ça le problème. Mais je pense aussi c'est intéressant, c'est qu'on voit, et c'est pour ça qu'il faut éviter de tomber dans une certaine caricature et de dire voilà, le burn-out c'est ça et la manière de réagir au burn-out c'est ça. Parce que je pense qu'il y a un truc intéressant qu'on voit, c'est que c'est aussi assez lié à nos personnalités, la manière dont on le processe. Ouais. Tu vois, parce que je pense que Shane aussi est plus extraverti que moi. Et donc forcément la façon dont il va le projeter, c'est de sortir ce qu'il a en lui à un moment donné. Ouais. Moi, je pense, quand tu me posais la question, comment j'ai fait, etc., pour gérer, etc., mais je pense en fait que j'utilise des outils que j'ai toujours utilisés pour faire face à l'adversité dans ma vie. C'est-à-dire que qu'est-ce que je faisais quand j'avais des gens qui venaient, par exemple, pour faire du nano-management, comme tu dis, mais c'est que ces gens-là, je m'en protégeais en construisant une muraille autour de moi. C'est-à-dire que moi, j'allais venir, j'allais dire, comme tu dis, on est indépendant. Donc, si moi, j'ai une cliente qui vient, qui me dit, mais moi, je veux que tu me fasses un compte-rendu de toutes les personnes à qui tu parles la journée, etc., etc. Moi, j'allais dire, écoute, on va prendre un nom fictif. Hein. J'ai dit, écoute, Catherine, j'ai très bien reçu ta demande. Malheureusement, je ne vais pas y pouvoir y répondre favorablement parce que, comme il est mentionné ici dans le contrat, à l'article 3, la clause 3.2, je suis libre d'organiser ma manière de travailler comme je le souhaite. Ici, légalement, tu te mets vraiment face à des risques si jamais tu fais ce genre de requête. Et donc, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir t'aider par rapport à ce problème, mais je reste disponible si tu as la même question. Tu vois, et je reste sur ce truc en mode, on dirait que c'est ChatGPT qui te répond. Ouais. Tu vois, ce truc très robotique, ce truc très machinal. En fait, j'intériorise beaucoup. Et je viens et je place des murs comme ça. Des murs comme ça, toi, tu vas pas m'approcher. Toi, tu vas pas m'approcher. Et à un moment donné, je mets tellement de murs et que moi-même, je vois plus par-dessus. Et qu'en fait, tu as perdu complètement la connexion avec l'autre et en fait t'es un zombie. Tu vois, pour moi le pire aussi, je pense qu'un gros symptôme du burn-out, c'est la démission mentale. C'est quand on arrive et qu'on te dit
ouais, demain, ce que j'aimerais bien, c'est que tu viennes et tu mets un nez rouge et tu mets une plume entre tes fesses et tu fasses la roue dans la salle de meeting. Et toi, t'es là. Ouais, ok, pas de problème, ouais, ok. Non. Tu vois? Non, ça, c'est aussi l'autre extrême, effectivement. Tu vois? Et ça, en fait, les gens, ils vont se dire, mais en fait, t'as vu, on a réglé le problème, tout se passe mieux avec lui, c'est plus détendu. En fait, c'est juste que toi, t'es plus là. Exactement. Toi, t'es plus là, on te dit des dingueries, des trucs qui n'ont pas de sens, tu vois. Parce que aussi, je pense qu'il y a un autre point, et on a beaucoup mentionné, c'est que le burn-out, généralement, en fait, c'est une déconnexion au niveau des valeurs. Parce que quand tu parles de nanomanagement, ce qui te gêne, c'est pas tellement qu'elle t'appelle pour voir ce que tu fais. Ce qui te gêne, c'est qu'il n'y a pas de confiance. Et que toi, une de tes valeurs, c'est la confiance. Ce qui te gêne, c'est que c'est pas respectueux de te demander ça par rapport à ton expérience. Et que dans tes valeurs, il y a le respect. Bien tu sûr. vois. Je pense que nous aussi, il y a quelque chose qui nous a beaucoup gênés dans les valeurs. Et ça, c'est quelque chose qui nous suit depuis le début de notre carrière parce qu'on a eu cette chance, mais qui nous pèse par la suite. C'est que une de nos valeurs importantes pour nous, c'est aussi la compétence. Tu vois, avoir le savoir. Tu sais ce que tu fais, tu es arrivé là parce que tu le mérites. Exactement. Et quand tu arrives avec des gens où tu te dis, mais je comprends pas ce que tu fais là en étant le plus malhonnête ou le plus de mauvaise foi, je sais pas comment tu es arrivé là. Ni sur papier, ni quand je te parle. Ouais. Chez moi, voilà, je comprends pas. Mais c'est là où il y a une déconnexion au niveau des valeurs. Déjà, parce que tu te dis, non, mais en fait, moi, je peux pas. Sur quelle base je vais te respecter? Parce que, ok, je peux te donner le bénéfice du doute, mais plus j'avance et plus tu me démontres que j'ai raison de penser ce que je pense. Ouais. Tu vois? Et donc, il y a aussi ces valeurs de travailler dur, de mérite. Tu vois, je suis là parce que je le mérite, parce que j'ai fait mes preuves, parce que j'ai réalisé telle ou telle chose. Et je pense que ces gens-là le sentent et que leur réponse, c'est le nano-management. Tu vois, en fait, toi, je crie que toi, tu as capté que moi, je sais pas trop ce que je fais. Donc, en fait, je vais te mettre 3 colliers et je vais essayer de te tenir un petit peu. Comme ça, tu fais pas trop de bruit parce que j'ai pas envie qu'on le voit, tu vois, que je sais pas ce que je fais. Tu vois? Carrément. C'est leur réponse. C'est leur réponse à ce genre de situation, hein. C'est ouf. Mais toi, tu disais du coup que quand tu t'as senti que voilà que là c'était trop, t'as jeté ton casque, etc. Quelles ont été les étapes par après? D'abord, je suis monté en émotion d'abord parce que j'étais le casque, déjà j'étais au pic de mon émotion. Mais après, quand tu sens que 2 secondes que tu réalises ce qui vient de se passer, tu réalises aussi qu'il va y avoir des conséquences. Donc tu es redescendu, là tu réalises quand même. Ouais, tu restes en contact avec la réalité, quoi. J'ai quand même eu cette réalisation de il va y avoir des conséquences, mais après c'est là aussi que j'ai réalisé qu'il y avait un plus gros problème, c'est que peu importe. T'en avais rien à foutre des conséquences. Peu importe la conséquence. Ouais, c'est ça. J'ai appelé ma manager, je lui ai dit regarde. T'es là, vas-y, mettez-moi les menottes, les gars. Jetez-moi si. Non, mais c'était un peu ça. J'ai appelé ma manager, je lui ai dit regarde, voilà, je suis désolé. Je suis désolé parce que en fait j'ai craqué, j'ai fait quelque chose que habituellement je ne ferais pas. Mais tu l'as mérité. Mais je pense que si je ne faisais pas ça, la conversation allait escalader dans des choses que professionnellement je n'allais pas pouvoir justifier de la façon dont je communiquerais envers une cliente. Donc j'ai préféré raccrocher. Et ça, c'est ma réaction. C'est un peu à froid, à redescendre. Ok, non, j'ai réfléchi à voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé. En fait, c'est ça. C'est que j'ai réalisé que la conversation allait totalement escalader et que en fait, c'est des chaises qui allaient voler. Tu vois, mais j'étais seul à la maison, j'allais casser mon écran. Ça. Ah non, c'est ça, non. Surtout quand à l'époque, on cassait les manettes de PlayStation, après, on pouvait plus les acheter. On n'avait pas de budget, tu vois. Je comprends. Mais voilà, c'est là où pour moi, c'était dur. Et à ce moment-là, pour moi, c'est aussi là où est venue la question de la légitimité. Parce qu'après, j'en discutais avec ma manager, qui par exemple, est une femme célibataire, qui travaille aussi des longues heures, qui travaille dans le même domaine que nous, donc elle sait les heures qu'on travaille, et qui comprend aussi la situation, et qui me dit oui, je comprends, mais voilà, il faut comprendre, c'est le client. Le client est roi. Ouais, non, le client n'est pas toujours roi. C'est ce qu'on nous a fait. On rappelle aussi que c'est quand même, on fait quand même un métier où il y a beaucoup de pression, et c'est loin d'être rare qu'il y ait des burn-out. Et déjà, généralement, nous, en tant qu'indépendants, on remplace des gens qui sont en burn-out, en fait. En vrai, c'est ça. En réalité. Déjà, ouais. Quand même, c'est important de mentionner pour le contexte. Voilà. Ici, donc, du coup, avec la. Pardon. Non, mais on se comprend. On se comprend, je me reprends. Mais du coup, avec la manager, c'est ça qui s'est passé. Au final, elle m'a montré de la compréhension. Mais à ce moment-là, je pense que c'est ce que j'expliquais la dernière fois aussi. Quand tu es dans un burn-out, tu as le nez dans le guidon. Ouais. Manque de perspective, ouais. Tu as ce manque de perspective, mais ayant le nez dans le guidon,
arrivé à ce stade de tu jettes ton casque et tu es prêt à éclater, tu t'en fous de la compréhension. Mhm. Ouais. Tu t'en fous de la compréhension. Non, mais c'est T'as vrai. plus d'empathie, t'as plus de joie, t'as plus de rien. En fait, t'es là et Tu t'es te dis... refermé en fait. Il y a un tu- truc, ouais, il y a une voilà, porte qui s'est fermée. qui s'est fermée et en fait, t'as plus envie de l'ouvrir. Et c'est ça, c'est cette porte qui dit, en fait, t'as un trop. Mhm. T'as un trop, ton corps ne veut plus. Mhm. Même Mhm. physiquement, c'est genre tout simplement me dire je vais aller me connecter Ouais. à mon ordinateur. J'avais C'est l'impression que marrant, je vais prendre Un ma effort voiture. surnaturel. Je vais prendre ma voiture, je devais aller jusqu'à Paris parce que c'est là où est mon bureau, tu vois. Mhm. Genre, tandis que c'était juste descendre les escaliers Ouais. et j'étais à mon bureau, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est de lourdeur en fait. C'est- Mais justement, c'est intéressant parce que quand tu dis cette porte se referme, ça permet de transitionner sur le prochain point, c'est à qui l'ouvrir. Mhm. Mhm. Si voilà, parce qu'on comprend bien avec les personnes avec qui ça a pété, c'est pas le but de l'ouvrir, quoi, tu vois. Mais donc toi, tu vis ça, tu portes ça en tant qu'homme. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le gardes pour toi un moment? Est-ce que tu as directement le réflexe d'en parler? Tu vas voir un professionnel, tu parles à des proches, tu parles à des gens du business. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je pense qu'en premier temps, j'en parlais à personne. Mhm. J'en ai parlé à personne. Je pense que Et en premier temps, c'est combien de temps? c'est tant que je l'avais pas réalisé moi-même. Mhm. Mhm. Je pense que ça, c'est déjà une chose. Soit tu peux te plaindre. Allez, Ouais, ce que ouais, je c'est disais, ça. tu dis voilà. Ouais. Parce que tout le monde se Parce- plaint, donc voilà, c'est normalisé, quoi. Tout le monde c'est se plaint de son normal. job. Exactement, exactement. Et tu passes, tu dis ouais, j'ai passé une mauvaise journée, mais en fait, c'est l'accumulation de ces mauvaises journées. Ouais, ouais, carrément. Et c'est ça qui. Et de pas trouver sens à ces mauvaises journées. Moi, c'est beaucoup ça aussi. C'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, ta journée, elle est mauvaise, pas parce que t'as fait. Sinon, tu pourrais passer une très bonne journée, sauf que tu fais ton travail comme d'habitude et t'en retires pas d'énergie, t'en retires. Allez, ce n'est plus en ligne avec tes valeurs, ce n'est plus en ligne avec rien. Et en fait, c'est ça l'effet zombie que moi je ressentais, c'est juste que je fais les choses pour les faire. Mhm. Je fais les choses parce que ça me rapporte ma thune. Mhm. Et à part ça, je le fais pourquoi. On s'utilise, quoi, comme je disais la Voilà, dernière fois. on C'est- s'utilise. C'est cette sensation-là où en fait on s'en veut à soi-même aussi. Et je Parce pense que quelquefois il y a de la colère et on se dit je suis en colère contre un tel mon manager et tout, mais en réalité Ouais. quand tu creuses en fait t'es en colère contre toi-même. c'est ça qui dans le parcours et dans le fait d'avoir traversé ça, c'est ça que je réalise au fur et à mesure. C'est pas la personne qui vient et qui va t'allumer, qui va te trigger et qui va lancer ton casque. C'est pas cette personne où il y a le problème au final. Parce que cette personne elle ne peut faire qu'appuyer sur des trucs qui y a en toi. Qui a en moi. Elle peut pas créer Exactement, quelque chose à exactement. partir de rien. Mhm. Donc en soi, c'est déjà arrivé à un burn-out. Quand tu arrives à réaliser que tu as ton burn-out, tu réalises qu'il y a un problème. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer depuis 2 épisodes aussi. C'est que quand tu arrives à réaliser ce problème, tu peux commencer à travailler dessus. Mhm. Tu peux commencer à aller en discuter, je pense. Mhm. Mais une question intéressante c'est que voilà, tout est interconnecté dans nos vies. Est-ce que tu penses que quand tu as un problème par exemple de type burn-out, est-ce que tu penses que c'est principalement lié en fait au professionnel ou tu penses que c'est quelque chose qui s'inscrit dans quelque chose de global dans ta vie en fait? Je pense que tu ne peux pas défaire l'un de tous les autres aspects. Je pense que le professionnel était le déclencheur. Le déclencheur. Mais je pense que de nouveau, c'est comme vers qui tu te tournes. Si il y avait assez de personnes peut-être autour de moi qui me poseraient peut-être des questions par-ci par-là en disant comment la journée, comme tu disais, tu avais des potes chez qui t'allais, ils venaient direct avec des solutions, ils t'écoutaient même pas, tu vois, c'était Ouais, genre, c'est ça. tu vois cet aspect-là. Si on était peut-être mieux entouré et qu'on avait cet espace au final, cet espace où on peut se sentir à l'aise assez que pour s'ouvrir. Bah à ce moment-là, je pense que j'en aurais parlé bien plus tôt, ou ça aurait même pas été genre j'ai passé une mauvaise journée, j'aurais dit tu sais quoi, j'ai passé une mauvaise journée à cause de tel et tel sentiment. Mais j'ai jamais parlé comme ça à personne. Ouais. Tu vois. ça. Mais je pense d'ailleurs qu'il y a un type qu'on peut implémenter parmi les solutions qu'on peut donner. C'est quelque chose qu'on conseille souvent dans les couples, mais je pense que c'est super intéressant. C'est que quand tu as un pote comme ça qui vient te parler de cette façon-là, notamment d'un problème au travail, de toujours poser cette question en fait avant de lui répondre. Est-ce que tu cherches du réconfort ou est-ce que tu cherches des solutions? Parce que c'est pas du tout la même conversation qu'on va chercher. Tu as un ami qui peut venir parce qu'il se dit, en l'occurrence nous, voilà, il est recruteur, peut-être qu'il va avoir une expérience où il va pouvoir me guider, aider à revoir mon CV, poser des questions pour me réorienter, etc. Et là il va te dire, moi ce que je recherche c'est des solutions. Très bien, on va discuter de ça. Mais tu en as un autre qui va dire, non, moi je veux pas de solution, je veux juste du réconfort là. Là je me sens pas bien, j'ai besoin de parler, tu vois. Et je pense que si on développait ça aussi, parce que nous en tant qu'hommes c'est pas toujours facile pour nous de lire. La situation quoi. Tu sais pas ce que l'autre vient chercher et donc tu viens avec ce que tu as l'habitude de faire, tu vois. Je pense que même la manière dont tu vas lui poser la question est aussi importante. Parce que si tu lui dis est-ce que tu cherches du réconfort ou tu cherches des solutions, je pense que même là, la personne peut se braquer, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai toujours tendance à dire
vas-y, quoi, tu veux qu'on en parle ou tu veux qu'on check pour une solution, tu vois? Ouais. De cette Voilà, manière-là. que chacun ait son approche, quoi, Ouais, tu vois. Mais de Qu'elles se sentent- clarifier ce point Ouais. avant de se lancer, je pense que ça va déjà Carrément. aider beaucoup Bah, à créer d'autres types de discussions, quoi, tu vois. Ça met le setting clair aussi pour celui qui est à l'écoute. Ouais. Mhm. Parce que, allez, comme on disait aussi dans l'épisode précédent, la plupart des hommes, quand tu arrives avec un problème, ils vont directement réfléchir solution. Donc, Ouais, parce qu'on n'a Ouais. pas ces compétences de base, c'est pas quelque Exactement. chose qu'on nous a appris dans notre éducation. Mhm. On nous a appris que nous, on était ceux qui devaient rationaliser Mhm. et qui devaient tempérer et qui devraient contrebalancer, tu vois. Et d'ailleurs, c'est aussi un point dont on parlera par la suite, mais c'est intéressant parce que quand tu es en couple, et quand tu es en couple avec une personne de sexe féminin Mhm. et que cette personne-là, parce que ça arrive souvent, voilà, c'est un peu le mal-être de notre époque, et que cette personne-là aussi, elle a des mal-être par rapport au travail, Mhm. et qu'elle est vocale par rapport à ses problèmes. Mais comment tu fais pour trouver une C'est solution? Est-ce la que toi, tu penses avoir légitimité. ta place Ouais, pour le ouais. communiquer, etc. Mhm. bah, Ah, passe la main à Trésor. Ah, non. Non, mais je pense que si t'es lancé, tu peux lancer. Mais je pense que tu allais parler de la légitimité, justement. Ouais, bah, je pense, cet espace. je pense que pour en revenir avec la manager, de nouveau, cette légitimité, je disais, ma manager, c'était une femme seule avec 2 enfants qui vit plus ou moins la même chose. Mhm. Et après, elle t'explique, ouais, mais tu vois, je te comprends. Je te Mhm. comprends. Et toi, à ce moment-là, tu te dis, ouais, mais tu traverses les mêmes choses. Moi, Ouais. je suis au bout du gouffre. Toi, tu as 2 enfants solo. Moi, j'ai ma femme. J'ai mes Mhm. 2 enfants aussi, mais j'ai ma femme. J'ai Ouais. encore du soutien, etc. C'est ça, ouais. Et c'est là où je me suis. Au tout début, T'es en train de dire que tu t'es senti mal pour elle. Ouais, T'as dit, j'ai moins le droit de me plaindre qu'elle. j'ai eu cette impression. Non, mais Parce carrément. qu'elle t'a gros. fait sentir ça ou tu l'as senti parce que c'est quelque chose que t'as senti? Tu penses que c'était le but de ce qu'elle te disait ou c'est toi qui l'as senti comme Je ça? pense que je l'ai ressenti comme ça parce que de nature, je pense que je ressens les choses comme ça. J'essaie toujours de me mettre à la place Ouais, t'es assez empathique. voilà, donc, des autres. Mais bah, du coup, tu vois, c'est des choses comme ça qui, moi, vont travailler sur mon sentiment de légitimité. tu vois. Mhm, mhm. C'est pas que je me sentais moins fatigué, je me sentais moins au bout du gouffre. Ouais. C'est juste que j'ai l'impression que mon bout du gouffre n'est pas le même bout du gouffre qu'elle est et elle continue sur le Ouais. train, tu vois. Mhm, mhm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, pour répondre ici à la question d'Ivan ici, je rebondirais aussi sur la légitimité, que ce soit en couple ou par rapport à d'autres personnes. On a eu des clients, des managers où tu te demandais, mais quoi? Tu vois, c'est comment ils organisent leur vie, ils ont des enfants, ils ont ci, ils ont ça, mais comment ils se retrouvent dans ce genre de situation? Et tu te dis, bon, ok, ça te force à avoir une sorte d'empathie et tout, mais après, tu vois, tu viens d'une éducation où tu te dis, je vais pas faire aux autres ce que je voudrais pas qu'on me fasse. Tu vois ce Ouais, que je veux Ouais, dire? exactement. Et à un certain moment, tu dis, ouais, mais ok, elle a son histoire, cette personne, etc. Mais est-ce que c'est une raison pour me traiter comme ça? Parce qu'on parlait des valeurs tout à l'heure, tu vois. Et c'est là que la légitimité, des fois, tu sais pas trop comment la traiter parce que ça, moi, ça me permet de balancer. Par exemple, dans mon couple, etc. Malheureusement pour moi, j'ai envie de dire, j'ai beaucoup été dans une situation où, en fait, tant moi que mon partenaire, bah, elle était dans une situation, un contexte stressant au boulot, etc. Donc, du coup, il va y avoir... bah, Ah, vous, elle, vous traversiez ensemble des moments difficiles, quoi. C'était pas genre lui et puis moi. Vous avez des moments où ça s'est chevauché, quoi. ça se chevauchait et de la nature des différents parce qu'on était dans le même secteur, tu vois, la consultance informatique et tout, donc c'est un milieu, que tu sois commerciaux, recruteurs, etc., c'est un secteur avec de la pression. Du coup, il se passe quoi? C'est que vous avez la même situation, vous avez les mêmes enfants, vous avez tous les deux un job stressant, Ce qui peut faciliter la Tu vois. communication. ce qui pourrait faciliter la Qui communication, tu vois, ce qui pourrait. Et là, tu te rends compte que en vrai, à une situation égale, on va dire, situation égale, cette personne est stressée, je suis stressé, on est des enfants tous les deux, et c'est pas évident, etc. Vu mon background culturel, etc., tu dis, bon, bah, vu qu'on est tous les deux stressés, etc., moi qui suis censé être le bon père de famille, logiquement, c'est moi qui devrais un peu porter sur les épaules et un peu plus assumer, me dire, bon, je vais essayer de faire en sorte que, tu vois. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur du couple, l'espace pour, comment dire, pour parler de ces émotions-là n'est pas forcément le plus, comment dire, le plus... Tu te sentais pas avoir ta place. La légitimité. Tu sentais Ouais. pas l'espace de pouvoir le Ouais, faire ouais. de manière légitime. Parce que après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas chercher du confort, tu vas chercher de l'écoute. Et ce qui est intéressant, c'est que même les femmes, elles ont aussi ce côté rationnel. C'est-à-dire que, tu vois, là où nous, on va dire... Ouais, bien sûr, ça c'est tu bien vois, sûr.
Bien sûr, mais c'est pas forcément. On a l'impression que les femmes sont peut-être plus empathiques, oh là là, etc. Mais en Plus fait, émotives, ouais, mais non, mais elles ont elles aussi sont cette peut-être plus, rationalité, mais elles ont voilà. aussi la rationalité, comme nous, on peut être plus rationnel à certains moments, mais avoir l'émotion aussi, quoi, tu vois. Voilà. Donc, à l'intérieur du couple, il n'y a pas forcément toujours l'espace. Ça, je veux dire, c'est que pour moi, hein, c'est pas valable pour d'autres personnes. Du coup, se pose la question, ok, si maintenant je peux pas le faire ici au niveau de mon espace au couple, où je vais le faire, avec qui je vais en parler, tu vois. C'est là où c'est important d'avoir des amis qui peut-être ont vécu la même situation que toi, etc. Et moi, je pose les questions ouvertement, quoi. Je dis, bon, ben voilà, là, c'est ma situation, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que je devrais faire, etc. Parce que là, tu te dis, au moins, tu es un petit peu déconnecté de cet espace où tu n'as pas forcément l'espace, tu vois. Ouais. C'est dangereux. Parce que Bah si ouais, est-ce c'est... que ça crée pas des problèmes, ça? Parce que quelque part, c'est normal pour une femme qui peut se sentir aussi menacée, de se dire, ah, ben finalement, regarde, mon mari, mon compagnon de route, C'est ce que il je va, dis. il va ouvrir ses émotions à quelqu'un d'autre et les ouvre pas à moi. Et moi, j'ai que la façade, en fait, tu vois. C'est ça. Mais c'est là que je dis que ça peut être dangereux, Ok. tu vois. C'est pour ça que c'est important de se diriger que vers des personnes qui sont proches de toi, Ouais. qui sont tes amis, etc. À partir du moment où tu es dans une situation comme ça, que tu t'ouvres à des personnes qui sont inconnues à toi, des personnes, tu sais pas ce qu'elles te veulent réellement, là, je pense que c'est quelque chose qui peut même être nocif par rapport à ton couple, par rapport à la confiance, etc. Tu vois. Mais ça part de ce fait-là où il n'y a pas énormément, tu vois, d'espace pour le faire à l'intérieur de ton couple. Maintenant, par rapport à ton boulot, tu vois, je dirais, il y a aussi ce côté où, en fait, tout ce qu'on a appris sur notre lieu du travail, ça a été processé. Même l'empathie a été processée. C'était dans le processus. Avec le client, tac, tac, tac. À la phase 4, tu mets l'empathie parce que tu vois, tac. Ça veut dire que on n'est pas 100% real. On est configuré d'une certaine manière et du coup, on oublie des fois, tu vois, attends, genre j'ai un collègue qui vient me parler, etc. Tu vois, la question que tu as dit, tu veux que je t'écoute, tu veux que je te réconforte. On a l'impression de lui montrer de l'empathie. Tu vois, mais c'est pas forcément, tu vois ce que je veux dire. Donc ça devient un peu délicat et je regarde beaucoup de podcasts aussi, beaucoup d'émissions et il y a une personne, big up à elle, Crazy Sally, qui disait justement qu'en fait, par rapport à notre culture, en tout cas moi j'ai une culture vraiment 100% afro, on a ce truc avec les professionnels où on se dit ouais mais on n'a pas envie de donner notre argent pour raconter notre histoire auprès des professionnels, etc. parce qu'ils veulent que nous prendre notre argent. Mais pourquoi je la big up cette personne? Parce qu'elle nous a dit, ouais, on vient de ces cultures-là, mais en vérité, quand t'as mal, je sais pas, t'as mal au bras, tu vas voir un médecin. Quand t'as mal à la tête, ou que tu vas voir, tu vois, enfin, pour chaque élément, tu vas voir le Bien sûr, spécialiste pour. Ouais. Mais si t'as mal à ton esprit, ben va voir un professionnel, en vrai. C'est ton droit. Tu vas pas forcément te sentir bête. Et tu vois, ça m'a aussi fait un déclic. Je me suis dit, ok, tu vois, parce qu'on en a même parlé, etc. Je dis, ben, s'il faut, le moment venu, why not, tu vois. Et je pense que pour les personnes qui trouvent pas forcément les espaces là où elles devraient en trouver, aller voir des professionnels, ça peut être une solution. Mais ça d'ailleurs, ce sera de toute façon le titre, enfin l'objet d'un podcast à part entière. Mais effectivement, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout que je pense qu'il faut rappeler aussi une chose, c'est que des gens comme toi et moi, souvent, à un moment donné de nos parcours, on va se regarder, on va dire quand même, c'est dommage qu'on ait personne devant, on n'ait pas de mentor, quoi, tu vois. Ouais, T'as pas quelqu'un qui peut te l'aider et te dire, ben vas-y, fais attention, là et là, tu risques de tomber. Moi, je suis déjà passé par là, je vous Ouais. conseille de faire ci, faire ça. Parce qu'on voilà, on s'est un peu fait tout seul. Et on n'a pas eu des gens de notre communauté, etc., sur qui on pouvait exactement. regarder. Et je pense que quelquefois, même un professionnel, que ce soit un thérapeute, disons les mots, un psychologue ou quoi, Mhm. parce qu'il te donne des outils pour mieux te comprendre, pour mieux communiquer, pour essayer de comprendre tes émotions, pour essayer de faire la distinction entre ce qui vient du cerveau, ce qui vient de la rationalité, ce qui vient des émotions, etc. Mais il peut, on va dire, compenser une certaine partie Mhm. d'un travail qu'un mentor aurait fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous faciliter la vie, qui va vous permettre d'avancer. Et donc ça, je peux que rejoindre ce que tu dis. C'est que quelquefois aussi, on se prive de ressources Mhm. qu'on a à disposition. Et ces Exactement. ressources-là, ça peut être des professionnels, ça peut être des membres de ta famille, ça peut être des amis, que ce soit pour la pudeur, que ce soit par rapport au rôle que tu veux te donner. Parce que c'est ça qui est très toxique au final. On se dit, est-ce qu'on n'est pas en train de... Est-ce que dès le début, les dés sont pas pipés et on n'est pas forcé de se retrouver dans cette situation-là? Pas forcé, mais est-ce qu'il n'y a pas tout qui joue Il y a contre tout. nous? Parce que tu te dis, voilà, on parle beaucoup du culturel. Il y a le culturel, il y a l'économique, il y a le fait que, comme j'avais déjà dit la dernière fois, moi, pour moi, le travail, c'est pas quelque chose que j'ai perçu dans mon entourage comme quelque chose que tu fais parce que tu es épanoui,
C'est pas quelque chose que tu fais parce que tu kiffes. C'est pas quelque chose que tu fais parce que c'est une vocation. C'est quelque chose que tu fais parce que c'est ton moyen de nourrir ta famille. Et c'est un sacrifice, et c'est quelque chose de désagréable, et c'est quelque chose que tu te pousses à faire. Et donc, tu n'as pas ce réflexe de parler. Moi aussi, dans mes relations par le passé, j'étais dans des relations où j'étais avec des gens qui ne travaillaient pas. Donc, ça veut dire que moi, tout le revenu, ça repose sur moi. Dans quelle mesure, moi, je vais aller me plaindre et me rendre vulnérable parce que c'est envoyer une image faible. Et j'ai dit, moi, je n'ai pas envie de générer de la panique. Tu vois. Donc, moi, je dois donner l'impression que tout va bien, même si tout va mal. Tu vois. Donc ça aussi, c'était un poids. Je comprends ce que tu veux dire par rapport à être la seule personne qui est la source de revenus du foyer. Ça peut être hyper pressurisant. Ouais. Mais au final, c'est qu'une question de perspective. Parce que je me dis que, tu vois, encore une fois, tout est dans ta tête. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu te sers de ça, le fait d'être la seule source de revenus, pour ne pas t'autoriser à être vulnérable, tu vois, tu te dis ben non, parce que j'ai pas envie, encore une fois, que les gens paniquent, qu'ils aient peur, etc. Tout repose sur moi. Et puis quand tu as quelqu'un qui travaille, ben, tu trouveras une autre excuse pour pas le faire. En tout cas, dans ma situation, parce que je vais me dire non, mais c'est le rôle de l'homme. Et encore une fois, c'est là que je me dis que quelque part, on n'est pas en train de tu vois, set up for failure, quoi. Tu vois, on est en train de se mettre dans des situations où d'office on va tomber là-dedans parce qu'en fait, on a un modèle dans notre tête qui est l'homme qui tient la famille, qui met la nourriture sur la table, sur qui on peut tomber, qui est infaillible, sur qui on peut compter, qui est infaillible. Et quelquefois, on oublie que c'est juste un modèle. Et que le problème, c'est que si jamais tu veux constamment te conformer à un modèle, tu n'es pas toi-même. Parce que tu es dans l'inauthenticité. Tu n'es pas en train de te montrer vulnérable, donc tu ne montres pas tes émotions. Et donc, finalement, ça crée aussi une relation difficile dans ton couple, parce que ces frustrations, elles vont sortir, que tu le veuilles ou non. Mais ces frustrations vont peut-être sortir quand elle veut partir en vacances et toi tu te dis mais elle se rend pas compte, moi à travers quoi je passe et tu vois, et tu commences à faire un truc, tu pars en couille dans ta tête alors que mais t'as pas communiqué, frérot. Elle sait peut-être pas, pour toi c'est évident ce à travers quoi tu passes, tu te dis ça se voit sur ma tête quand je passe le pas de la porte, mais non, elle pense que peut-être c'est autre chose, que c'est vis-à-vis d'elle et tout. Donc ouais, ça c'est vraiment un poids, je pense qu'on se met de se mettre ce modèle de l'homme qui provide et qui ne peut pas parler. Et je pense que le premier environnement dans lequel tu dois pouvoir parler de ça, c'est ton couple. Parce que sinon, en fait, c'est juste un problème que tu repousses à plus tard et qui va revenir beaucoup plus gros dans ton visage, quoi, tu vois. Pour autant que tu estimes avoir justement l'espace de le faire. C'est ça. Il faut le créer alors. Et c'est pour ça, encore une fois, que si jamais tu penses, ok, je vois qu'on a du mal à créer cet espace, ben là, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Alors, pourquoi pas prendre un professionnel et qui aide, tu vois, à ce que les deux se comprennent. Ou même au-delà du professionnel, hein, je veux dire, il y en a qui sont de différentes confessions. Ça peut être un médiateur, voilà, ton parrain, ta marraine, peu importe. Mais ouais, c'est vrai que si tu as déjà essayé plusieurs fois quelque chose, peut-être tenter une autre approche. C'est indispensable parce que si tu ne le fais pas, en tout cas, à coup sûr, c'est un near burn-out. Ouais, c'est sûr. À coup sûr, c'est un near burn-out. Et moi, je me rends compte, des fois, je suis frustré, par exemple. Je suis très frustré parce que je n'ai pas atteint mes objectifs de la journée, tu vois. Tu sais, voilà, on fait beaucoup de projets, on travaille beaucoup. Et des fois, je me mets des trucs qui sont très ambitieux et je rentre et j'ai pas fait la moitié. Et je suis frustré. Aujourd'hui, j'ai conscience de ça parce que je fais un travail sur moi-même pour plus lire mes émotions, etc. Mais avant, j'aurais pu juste être désagréable, quoi, tu vois. Et maintenant, ça me permet de dire, écoute, je suis désolé, aujourd'hui, je suis pas trop de bonne humeur, en fait, parce que je suis un peu frustré, parce que, tu vois, je voulais faire ça et ça, et j'ai pas pu le faire, tu vois. Et t'as quelqu'un en face de toi, chez qui ça résonne, et qui peut dire, ah, je comprends et tout, désolé, moi aussi, ça m'arrive, des fois, j'ai ça, c'est comme ça que je le gère, tu vois. Mais je pense que déjà, le premier niveau, encore une fois, pour ceux qui sont en couple, évidemment, mais le premier niveau comme solution pour se sortir de là, ben, c'est de mettre les bases qui vous permettent de parler de ça dans votre couple. Et ensuite, comme tu l'as dit, vous devez avoir autour de vous des amis avec qui vous pouvez avoir un type de conversation et chacun avec son approche, comprendre quand tu viens chez moi pour parler, qu'est-ce que tu viens chercher, tu vois, et pouvoir répondre à son besoin et à son attente, ce qui fait qu'entre nous, on aura beaucoup plus de liberté et de facilité à venir se consulter parce qu'on se dit, Shane, il va m'écouter. Il va me laisser le temps de parler, il va pas m'interrompre, il va pas venir ici et il va dire attends, parce que je vais te montrer un nouveau truc ici, ChatGPT, en fait, si tu lui expliques ce que tu as, il va nous donner une liste de 10 points et on peut les voir ensemble et on va voir ce qu'on fait. Mais non, alors j'ai pas besoin de toi pour faire ça. Et c'est ça aussi, c'est un professionnel une fois qui m'a dit ça, un psychologue, et j'avais trouvé ça tellement vrai, tu vois.
je parlais du positionnement de certains de mes amis par rapport à certains choix ou quoi. Tu vois, ils disaient, voilà, mais tu vois, un tel, il pensait ça, et donc ça m'a fait réfléchir et tout. Mais il me dit, mais qui sont ces gens pour te dire ce que tu dois faire finalement? Ces gens, ils sont là pour écouter ce que tu ressens, pour te soutenir quoi qu'il arrive et pour partager avec toi. Parce qu'il dit, si c'est pour avoir ce type de feedback, ce type de conseil, il dit, tu vas à l'arrêt de bus, tu demandes à un étranger qui ne te connaît pas, voilà, moi j'ai telle situation dans mon couple, qu'est-ce que je devrais faire? Il va donner le même type de conseil. Hein. Ouais, moi si j'étais toi, je ferais ça te déconne et tout. Mais frère, le pelot là qui est en train de fumer Bien sa sûr, cigarette et vrai. boire sa canette de bière à l'arrêt de bus, il peut te faire le même truc, quoi, tu vois. C'est ça. Donc si jamais on vient les uns chez les autres, c'est parce qu'on veut chercher quelque chose d'autre que ça. Ouais, Tu vois, c'est ça. Non, mais carrément. Ouais, là, je pense que par rapport à ça, on a bien évolué. Et je pense que pour encore plus savoir vers qui se retourner, il faut pouvoir bien aussi identifier un petit peu les personnes qu'on a autour de soi pour pouvoir un peu les connaître. J'avais un pédiatre, enfin non, je crois que c'était le médecin de famille qui disait que pour analyser les enfants, lui, en fait, il analysait uniquement la clinique. Et lui, ce qu'il appelait la clinique, c'était l'état régulier de la personne. Donc, il disait, OK, votre enfant n'a pas de température, votre enfant, je sais pas, il a rien, aucun symptôme, mais votre enfant, chaque fois qu'il vient, il est hyper turbulent. Chaque fois qu'il vient, il fait ci, il fait ça. Je remarque que depuis 2 semaines, il fait plus ce genre de choses. Donc, c'est pas qu'il est malade physiquement, mais il y a quelque chose qui cloche chez cette personne. Alors, si tu identifies la manière dont tes amis, tes proches s'entourent, etc., tu verras que tu as quelqu'un qui est souvent très joyeux ou quelque chose comme ça. Alors, il peut y avoir 2 choses. Soit tout d'un coup, il devient extrêmement trop joyeux, encore plus que d'habitude, ou alors il s'éteint, tu vois. Et quand tu peux identifier ce genre de comportement, moi, ça m'a permis de pouvoir aider des amis, me dire, OK, gros, je vois qu'il y a quelque chose, t'as vu, je sais pas ce que c'est, mais quand tu veux, on en discute, tu vois. Et vice-versa aussi, tu vois ce que je veux dire, genre, 13, t'es super positif, mais là, on dirait que tu vas la descendre, la personne. Donc viens, on discute parce que, voilà, tu vois. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, et je pense que c'est aussi quelque chose que moi, en tant qu'ami, je vais chercher chez vous deux, parce que vous avez plus ça que moi. Parce que je pense qu'au final, et c'est ça qui est malheureux, mais c'est aussi beaucoup lié, en tout cas, si je parle pour moi, à l'éducation. Parce que j'ai beaucoup eu dans ce truc d'éducation de, tu sais, tu parles pas, tu fais pas de bruit, lâcher les gens, tu déranges pas, t'es poli, etc. Ce qui fait que tu as presque un peu tout le temps cette impression de déranger. Tu vois, et qui fait que je suis tout le temps très mal à l'aise. J'ai toujours l'impression de, tu vois, juste je vais te demander comment tu te sens, et j'ai toujours l'impression en fait, mais tu sais, ce Trésor là, je vais l'embêter. Trésor là, peut-être que je vais aller dans sa zone un petit peu intime. S'il a pas envie de partager maintenant, c'est qu'il a pas envie de partager. Et ça, je pense que c'est une erreur qu'on fait fondamentalement en tant qu'homme, et sur lesquelles on peut plus s'inspirer des femmes. Il faut garder des limites, mais il faut pas s'attendre. Il faut être réaliste. Il faut pas s'attendre en tant qu'homme que tu ailles demander à un autre homme comment il va, et au premier coup d'essai, il te déballe tout. C'est pas comme ça qu'on a été éduqué. C'est pas comme ça qu'on a été éduqué. Peut-être tu vas devoir lui demander 10 fois. C'est pas grave. Demande-lui 10 fois à des moments différents, de façon différente. Garde le contact avec lui. Demande-lui des fois sans lui demander. Ça peut être passer du temps avec lui, ça peut être de proposer de faire une activité. Tu vois, ça peut être regarder un document ensemble, une série, un film, un reportage, aller au cinéma, quoi que ce soit, écouter une chanson. Tu vois, quoi que ce soit qui va peut-être ouvrir le dialogue, mais il faut arrêter de penser que ton pote, tu vas le déranger, ou que c'est pas à toi de faire ça, qu'il faut le laisser lui venir, parce que vous savez très bien qu'on n'est pas comme ça. Alors il faut pas être lâche, et qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités. Non, ça c'est vrai, c'est vrai. En fait, j'irais même encore plus loin. Il y a des moments, il y a des personnes, parce que comme tu dis, des fois on vient en mode on va trouver une solution avec la rationalité, et il y a des fois on pense écouter et on propose trop vite des solutions, et des fois, sans s'en rendre compte, ça peut être blessant. Tu vois ? Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, des fois la personne, elle a juste besoin peut-être que tu l'aides à voir les choses différemment, mais imaginons un cas concret. Tu vois un pote, il est dans telle situation. Pour toi, tu te dis, frérot, il est dans la S. Si ça va pas, gros, c'est bien, tac, tu vois, je peux t'aider, hésite pas. Tu vois. Ouais, ça aussi, c'est encore un autre. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça peut. Le gars vient se confier à toi, et puis toi, tu viens avec une aide matérielle parce que tu penses que c'est ce dont il a besoin. Alors que lui, il est là en mode vexé, tu vois. Tu vois ou pas ? Et ça, tu vois, il faut faire attention à ce genre de choses. Encore une fois, ça aussi, c'est très conditionné par rapport à la façon dont on a été élevé. Parce que beaucoup de façons de dire je t'aime chez nous. C'était. Comme on se le dit pas, mais c'est ça, avec ta famille, etc. Surtout quand tu as la famille au pays, c'est il y a besoin de quelque chose, tiens. Tu vois.
Et c'est en fait une façon de dire je pense à vous, je vous oublie pas, je tiens à vous, vous êtes important C'est pour ça, moi, c'est etc. ça. Et donc, tu as peut-être ce réflexe un peu trop facile de mettre la main à la poche pour donner quelque chose à quelqu'un, alors que, mais non, c'est pas ce dont il a besoin, tu vois. Exactement. Il faut vraiment faire gaffe à ce genre de truc parce que des fois, tu peux blesser quelqu'un pour longtemps et ça se trouve, c'est peut-être de ça qu'il avait besoin, mais il le savait peut-être pas encore. Tu vois, je veux dire, en tout cas, ouais, ça, c'est vraiment un truc, il faut vraiment y faire très, très attention parce que ça peut casser des amitiés, les gens peuvent se mettre dans des matrix, etc. Et je pense que, ouais, je pense que ça peut aider pas mal de personnes en termes de se trouver des solutions à comment être une porte ou comment trouver une porte, etc. Donc, ah ouais, je crois que je voulais intervenir. Non, j'allais justement dire, je pense que c'est ça. Faut tout simplement, quand on ressent un besoin, pouvoir allez, se exprimer. Que l'identification des gens qui t'entourent sont importantes. Mhm. Et je pense que je vous rejoins tous les deux. S'il n'y a pas les outils qu'il faut, toi, bah, à ce moment-là, pour aller chez un professionnel, ça pourrait très, très, très définitivement aider. Moi, ça m'a fait énormément de bien Mhm. d'avoir quelqu'un qui était spécialisé même dans le domaine du burn-out, qui Ok, arrivait à t'aiguiller ok, ok. dans les étapes qu'il y avait. Mais C'est ça, donc ça t'a apporté quand même quelque chose et ça t'a permis d'être déjà dans un processus de guérison où tu te situerais par rapport à, à ce qui s'est ce qui passé. s'est passé, je pense Ouais. que t'en ressors jamais vraiment à 100%. Je Mhm. pense que tu réalises quelles sont tes limites. Mhm. Et c'est les limites que tu te mettras à partir de maintenant. Je Mhm. pense que c'est surtout ça. Sortir d'un burn-out, c'est pouvoir identifier quand tu as besoin d'appuyer sur le frein Mhm. et de te respecter assez que pour le faire, je pense. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est des blessures qui vont cicatriser, mais qui vont prendre du temps et qui... Qui vont prendre du temps, très certainement, mais je pense que c'est de par... un burn-out, c'est aussi la répétition de tout ce que tu as laissé faire à travers le temps et Mhm. qui s'est accumulé aussi. Ouais. C'est aussi arriver à remettre ça au bon endroit et à te reconnecter à tes émotions, parce que c'est cette déconnexion et se reconnecter à ce qui te fait plaisir et à ce qui te Mhm. donne de l'énergie. Pour moi, c'est ça ce qui m'aide à m'en ressortir, mais ces connexions, c'est pas comme si on te prise Ouais, c'est et ça, que c'est ça. tu les remets et puis c'est bon, t'es reparti. C'est des choses qui prennent du temps et beaucoup de conversations. Je pense Et que et il y a des choses qui, toi, quand tu t'as appris à te réécouter, etc., que tu t'es dit, ça, c'est des choses en vrai qui me donnent de l'énergie positive et qui me refont vivre. Il y a des choses que tu as pu te rendre compte à ce niveau-là. je pense que je me suis reconnecté à des choses que j'ai arrêté de faire. Ah, ça, c'est très intéressant comme point. Mais donc, en dehors en dehors du cadre professionnel, en dehors du métier que tu fais, En dehors du métier que je faisais, je pense que ce qui m'a aidé très fort aussi à en sortir, c'est que je me suis reconnecté à des choses que j'adorais faire, des choses que Mhm. j'ai arrêté de faire parce que j'avais pas le temps. Mhm. Je pense que similaire avec vous, en grandissant, quand on avait des poids et des frustrations, on avait aussi nos échappatoires. Ouais, Ouais. On avait le sport, on avait de la musique pour, Ça, c'est pour, vrai, pour ouais. certains, on avait de l'art, Exactement. etc. Donc on avait nos échappatoires, mais en grandissant, tu rentres aussi dans ta vie active, tu commences à bosser, tu fais de Ouais. moins en moins de temps pour ces choses qui Carrément. te redonnent aussi cette énergie. Et en fait, tu laisses le travail prendre trop de place. trop de place, exactement. Et je pense que c'est ça, arriver à remettre le Mhm. travail à sa juste place, Mhm. qui me permet de sortir de ce que j'ai vécu. Non, ça, je trouve que c'est très, très puissant ce que tu dis. Ça me trigger. Parce que, franchement, je pense qu'avec le temps aussi, tu te crées des fausses... pas des fausses excuses, mais avec le temps, tu te dis, attends, nos parents, ils sont passés par là. Il y a d'autres personnes qui, aujourd'hui, qui sont peut-être des personnes qui t'inspirent, mais qui ont des situations plus complexes que la tienne. Et pourtant, même si on voit pas ce qui se passe, elles s'en sortent. Tu vois. Donc, pour prendre ton exemple, moi, par exemple, pendant longtemps, avant, je faisais énormément de sport, tu vois. Et puis après, je me suis dit, ok, voilà, quand j'aurai des enfants, ça va être un peu plus compliqué, blablabla, tu es puis Covid et tout. Mais en fait, c'est juste une histoire d'adaptation. Peut-être avant, tu allais faire 6 fois, maintenant tu peux faire 4 fois. Peut-être avant, tu allais faire tous les soirs. Peut-être maintenant, tu vas faire 2 fois le week-end. En vrai, tu vois, peut-être que Ouais. je me créais, sans le vouloir, des fausses excuses. Bien Exactement. sûr. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et quand tu te reconnectes à ça, tu dis, attends. En fait, non. Parce que là-bas, chez mon client, il y avait moyen d'aller au sport sur le temps du midi, par Ouais. exemple. Il y avait moyen de, tu vois. Et après, tu te rends compte que c'est quand même possible, tu vois.
Et comme tu dis, et puis après, il y a aussi les échappatoires. Genre, moi, il y a quelque chose pour moi que j'ai jamais lâché, c'était tout ce qui était dans la musique, parce que c'est vraiment une bouffée d'oxygène. Et c'est là que tu te rends compte que, ok, il y a des choses que tu peux zapper. Genre, ok, le sport, j'ai peut-être pu le zapper. Mais à aucun moment, j'ai pu lâcher de la musique parce que j'ai vraiment ça dans le sang, parce que je me sens pas bien, en fait. Tu vois? Ouais. Si je passe 2 ou 3 semaines, déjà, si je passe une journée sans écouter de musique, C'est chaud. je commence à stresser, tu vois ou pas? Je dis, pourquoi il y a du silence comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, j'ai toujours du bruit, tu vois. Maintenant, si je passe 3 semaines dans un processus qui n'est pas créatif par rapport à la musique ou dans l'analyse, je me sens de moins en moins bien et je deviens pas irritable, mais tu sens qu'il manque quelque chose en moi. Exactement. Tu vois? Ouais. Et c'est là quand j'ai pu identifier que, ok, attention, parce que ça, c'est quelque chose qui, demain, je me dispute avec ma mère, avec ma femme, avec tout le monde. J'ai ça, c'est bon, je Ouais. survis. Mais tu m'enlèves ça, tu vois? Et je me suis reconnecté à ça. Ben, du coup, la question que je voulais te poser, c'est justement ça. Si on t'enlevait la musique dans les différentes situations que tu as traversées, et que tu disais, ouais, j'ai failli craquer, si tu n'avais pas cet élément, cet échappatoire, est-ce que tu n'aurais pas craqué plus facilement? Ah, j'aurais fait une dinguerie, gros. J'aurais... Ah, mais- Non, mais moi, je regarde les Bowling for Columbine et je vois des trucs. T'imagines, Non, mais moi, Trésor au Mediamart, c'est... moi, je pense que c'est pas tellement, Donc, c'est pas tellement un échappatoire en fait. Je pense que quand on parle d'authenticité, c'est simplement écouter, c'est écouter l'enfant qui est en toi. Et je pense que quand tu restes trop longtemps sans L'innocence, écouter, ouais. tu restes trop longtemps sans écouter l'enfant qui est en toi. Et l'enfant qui est en toi, il veut faire ce qu'il aime, il veut être lui-même. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il veut pas avoir constamment le poids de ce qui est attendu de lui, de contraintes, etc. Je pense que quand tu restes trop longtemps sans écouter cet enfant, c'est là où il y a les chutes, c'est là où il y a les dépressions, c'est là où il y a les burn-out, parce que c'est la même chose que dans l'environnement professionnel. Et tu sais, tu as cet enfant qui est là et qui dit, mais moi, j'ai pas envie d'être là, moi, ça m'amuse pas. Moi, je trouve pas ça intéressant. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Moi, je te connais, tu sais très bien qu'elle dit n'importe quoi, pourquoi tu dis rien? Ouais. Tu vois, tu as cet enfant qui est là en toi, et je pense que quand tu le tais pendant trop longtemps, à un moment donné, lui, puis voilà. Il ressurgit. Il sort en bombe, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, dans les thérapies, souvent, ils te disent si vous deviez parler à vous Ouais. quand vous étiez, qu'est-ce qu'elle penserait de vous, cette personne et tout. Tu vois, Ça, c'est deep, ça se trash. c'est très proche, tu te dis, ah ouais. Imaginez-vous dans votre chambre en train de garder la porte. Ouais, Vous dire que vous Posez-vous la diriez. question et tout. Ah, ça c'est chaud. T'as déjà fait le test? Ouais, j'ai déjà fait le test. Je me suis dit, le Franzin, il aurait dit bon, il y avait moyen de. On n'a pas les mouchoirs. Tu vois. Non, mais même il y a des. Ce qui est bien en tout cas dans le fait de pouvoir justement s'en sortir des phases, que ce soit un hyper surmenage ou alors vraiment un réel burn-out, qu'il soit petit ou grand, parce qu'il y a différents types de burn-out quand même, tu vois. Ouais. Il y en a, ils font des vraies dingueries. Ouais, Tu bien vois, sûr. Mais il y a c'est vrai différentes- que, tu vois, c'est vrai que franchement, auparavant, moi, des fois, et ça aussi, c'est culturel, mais des fois, tu regardes des gars qui sont 2 ans au Tu fais burn-out. déjà rire, ouais. Non, mais t'es en train de te dire, ouais, lui, il Tu dis, exagère. gros, ouais, t'abuses, Lui, il ouais. squatte les aides sociales. Lui, Ouais, il ouais. est en train de dour le système, tu vois. Ouais, Lui, Et après, quand tu avances dans la vie et que tu traverses ce type de passage et d'expérience, tu te dis, c'est vrai que moi, franchement, si j'avais pas fait ça, ça et ça, j'aurais pu me retrouver là. Tu vois. Après, c'est vrai que peut-être que mon seuil de tolérance, il est plus élevé parce que malheureusement, j'ai vécu plus de choses qui fait qu'il faut pousser C'est le ça. bouchon plus loin. Ouais. Mais tu dis, Richard, là, qui est depuis 2 ans Non, là, au truc, tu dis, franchement, je peux comprendre. c'est Je ça. peux comprendre. Je vois l'environnement dans lequel il a travaillé, tu dis, quand même, Richard, ne reviens pas tout de suite. C'est ça. Parce que je te dis, Repose-toi. Richard, repose-toi encore un petit peu. Prends tu vois, ton parce que- temps. Non, il y en a. Je peux pas dire qu'il y en a, ils abusent parce que. Ouais, mais c'est ça. Bien sûr qu'il y en a qui sont malhonnêtes. Ouais. Et là, je te parle des gens qui sont vraiment pendant 2 ans, ils sont pas bien. Ouais. Et maintenant, en fait, avec le recul, tu dis, ouais, en fait, je comprends Ouais. qu'avec les trajectoires de vie, parce qu'en plus, il n'y a pas que ton travail, il y a ce qui se passe autour, il faut pas oublier ça. Mhm. Tu vois, je me souviens, il y avait un gars qu'on connaissait. Ouais. Et, enfin, c'est pas un gars qu'on connaissait, en fait, c'est un gars qu'on remplaçait dans un contexte Ouais, qui était ouais. difficile chez un client. Et bon, la client, elle t'explique que bon, le gars, tu sais, il est en train de divorcer, il y a le truc avec la garde de ses enfants, et c'est déjà en plus un milieu où il y a beaucoup de pression, Ouais. et il a des dettes, et il a des trucs. Tu dis, mais en fait, si tu me rajoutes tout ça, frère, merde. Bah ouais, Non, il faut pas arrêter de tomber, déconner. bah Là, ouais. quoi. Là, il faut arrêter de déconner. Il a perdu sa femme, il a perdu Bah ses oui. enfants, il a des dettes, et il doit passer à travers ce même type de pression avec peut-être un environnement dans lequel il ne se retrouve pas au niveau de ses valeurs, Mhm. avec lequel il ne connecte pas, où il se sent pas lui-même. À un moment donné, c'est normal qu'il y ait un truc en lui qui dit, non, Ouais, c'est ça. là, on va exploser, quoi, tu vois. Et tu sais pas combien de temps ça peut durer, ce truc-là. Donc,
Ouais, non, Tu sais pas, ça fait combien de temps que lui, il est là-dedans, tu vois. Donc, en tout cas, je pense que si on résume un peu tout ce qu'on a dit, je pense que la première des choses, c'est rendez-vous vulnérable dans l'espace de votre couple. C'est très important de pouvoir en parler, de trouver un moyen d'en parler, parce que en voulant jouer la personne forte, en réalité, c'est comme ça que vous allez affaiblir votre couple et ça va toujours vous revenir vers vous. Exactement, que ce soit parce que votre partenaire trouve que vous vous ouvrez pas et qu'elle n'a pas accès à vous et qu'elle va commencer à faire des dingueries pour vous faire réagir dans des contextes où on a l'impression d'être face à un robot, c'est ça, tu vois, ou que ce soit parce que vous, ça va être à travers des phrases assassines ou des frustrations parce que vous pensez que l'autre ne vous comprend pas alors que vous vous êtes jamais exprimé. Donc je pense que le premier stade, c'est de vous rendre vulnérable dans votre couple. Après, je pense que la deuxième étape, comme on disait, c'est avec les amis, trouver un moyen de parler où on n'est pas automatiquement dans la résolution de problèmes, mais on est dans la résonance de cœur. Créez-vous un réseau de cœur, en fait, un réseau où sais que tu peux aller avec ce poteau-là, et identifiez aussi les gens dans votre réseau qui sont les plus empathiques et commencez avec eux. Tu vois, commence peut-être pas avec le gars qui est le plus introverti, qui est le plus distant, tu vois, et identifiez les bons profils. Commencez à faire l'exercice et dites-lui, voilà, en fait, tu sais, moi j'ai cette situation, j'ai des problèmes au travail, à chaque fois que j'en parle, on vient avec des solutions et tout, c'est pas ce que je cherche, tu vois, et j'aimerais savoir si, par exemple, quand je te dis ça, déjà, est-ce que toi, ça fait écho chez toi, tu vois, carrément. Et déjà, ça commence à mettre là les bases d'une discussion, comme tu l'as dit aussi, si vous avez besoin de professionnels, c'est même pas si vous avez besoin de professionnels, en fait, allez voir des professionnels si vous n'arrivez pas à résoudre ça par vous-même, si jamais vous sentez que c'est lourd, mais va voir un professionnel, va voir un spécialiste du burn-out, t'as rien à perdre à aller lui parler une fois. La seule chose qui t'empêche, c'est ton ego. Ton ego, mets-le à la poubelle parce que ton ego, il va t'emmener très loin, mais c'est pas un endroit qui est très beau. C'est ça. Tu vois. Et aussi, comme on disait, écouter l'enfant qui est en nous, reconnecter, faire des choses qu'on aime et qui nous font nous sentir en vie. Je pense que tout ça, c'est déjà des points que si on les applique, ça peut permettre d'éviter ces situations. Mais moi, la question finale que je me pose, parce qu'on parle quand même beaucoup de valeurs, et il y a une chose que je me dis sans arrêt, moi, et que j'observe autour de moi, et qui est très réelle, c'est que tes valeurs, elles sont quand même beaucoup liées à l'endroit et aux conditions dans lesquelles tu as grandi. On a travaillé ensemble, on se retrouve ici, 10 ans plus tard en train de faire un podcast. Pourquoi on est resté proche et pourquoi on est resté en contact tout ce temps ? Parce qu'on a des valeurs qui sont communes et qui sont proches et qui sont fortes. Okay? C'est ça. Tu as pu très bien t'entendre avec beaucoup d'autres collègues, mais tu n'as pas gardé le contact parce qu'il n'y avait pas cette accointance par rapport aux valeurs. Tu vois. Et il y a un pattern que moi je remarque beaucoup pour les gens comme nous. Le problème, c'est que on n'est pas représentatif de la majorité des gens dans notre milieu. Non, exactement. Donc tu vas sans cesse être face à des gens qui ont des valeurs qui sont différentes de les tiennes. Elles sont pas mauvaises, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste que leurs valeurs à eux, elles sont différentes. Ce qui fait que toi, tu as beaucoup plus de difficultés à connecter et à raisonner. Et donc, est-ce que finalement, on paye pas aussi le prix de s'être élevé par rapport à une condition qui de base n'est pas la nôtre et que finalement, on s'enferme dans un truc qui nous pèse? Et est-ce que la solution, c'est pas justement pour beaucoup d'entre nous l'entrepreneuriat et la voie vers l'indépendance et faire ce qu'on aime? Parce que par exemple, là, on est en train de faire un podcast. Il est 21h, on est un lundi. Mais très clairement, quand tu fais un truc comme ça, tu le fais avec le cœur, tu le fais parce que tu kiffes, parce que ça te fait te sentir en vie. C'est pas un truc que tu fais pour la contrainte. C'est pas un truc que tu fais parce que t'as pas le choix. Et quand je pense aux vibes qu'on a, quand après on se revoit, qu'on fait le montage, qu'on travaille le son, qu'on pense aux stratégies ou qu'on travaille sur d'autres business ensemble, entre personnes ici qui ont grandi dans des milieux différents, enfin dans des milieux justement similaires avec des valeurs similaires, la vibe, elle n'est pas du tout la même chose que quand tu vas au bureau et que tu as des gens qui sont différents de toi. Donc, quelque part, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi une conséquence un peu qu'on n'arrive pas à éviter à un moment donné où tu ne te retrouves pas face à tes valeurs et que ça te pèse? Parce que ces gens-là, c'est pas... Je ne sais pas si vous avez ça, mais moi, par exemple, ça m'arrive souvent de regarder des gens de mon milieu avec qui j'ai grandi et je les vois travailler entre eux sur un chantier, avoir le même humour que nous on avait en bas d'une tour ou quoi, se charrier, parce que quand on parle de valeurs, il faut comprendre, par exemple, je sais pas, nous on a un problème, on va voir ce truc très facile de je vais voir, je te dis directement le problème, on se voit à part, on le règle, tu vois, même si ça peut être un peu viril, alors que tu te retrouves dans des endroits professionnels où la façon de générer un problème, c'est plutôt d'aller parler dans son dos, de jouer des politiques, de faire des faux semblants, etc. C'est vrai, ça c'est les valeurs. Et que eux, c'est leur façon de fonctionner par rapport à l'endroit d'où ils viennent, tu vois. C'est un truc négatif de l'endroit d'où ils viennent, comme ils ont des trucs positifs et vice-versa, tu vois. Mais est-ce que ça fait pas que ça, en fait, depuis le début, tu te sens pas chez toi, tu te sens un peu l'intrus, et donc finalement, tu te sens inauthentique, et ça te mène à un mal-être
qui un jour ou l'autre te pousse au burn-out si en fait tu fais pas ta propre voix. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Je te laisse réagir ou Ouais, tu peux aller, je dois En tout réfléchir un cas, peu. par rapport à ce que tu as dit, par rapport aux valeurs, en vrai, je pense que quand tu choisis une société pour laquelle tu veux travailler, que tu sois entrepreneur ou que ça soit ton client, tu dois déjà tu dois déjà être en adéquation par rapport effectivement aux valeurs. Mais des fois, on fait pas attention à ça parce que peut-être qu'on est focalisé sur les mauvais éléments. Tu vois, peut-être tu vas te dire ouais, en fait ce job et tout, c'est un peu limité et tout, mais t'as vu, il paye tellement bien. Tu vois, ou alors ouais, ce job, c'est pas trop ça, mais il est à 5 minutes de chez moi. Pour l'instant, j'ai un enfant. Et des fois, par rapport à un contexte de notre vie, tu vois, on a l'impression que temporairement, on va accepter une certaine baisse dans nos valeurs, ou tu vois. Et des fois, on peut se retrouver piégé par rapport à ça. Ouais. Tu vois. Et donc là-dessus, je peux te rejoindre. Et après, on s'en sort effectivement en s'écoutant et en se disant non, en fait, c'est pas ce que moi je veux faire, c'est pas ce que j'aime. Est-ce que ce que moi j'aime, ça se trouve ici dans le contexte où je suis? Si oui, bah alors on essaie de changer en interne les choses. Si c'est pas possible, alors effectivement, on peut entreprendre. Mais entreprendre, il y a entreprendre et entreprendre. Parce que tu vois, chacun a ses besoins. Tu vois, Bien sûr, bien sûr. quelqu'un, peut-être, il va avoir un besoin de s'inscrire dans un cadre et de faire carrière dans je sais pas, une grosse société en IT et monter différents échelons. Et pour lui, c'est un accomplissement. Et lui, il entreprend le chemin de sa carrière. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, tu as quelqu'un qui, pour lui, entreprendre, ça va être moi, je veux pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Je veux être maître de mes propres décisions et être mon propre patron, tu vois. Mais gauche comme droite, ça reste de l'entrepreneuriat. Pour moi, tu vois ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. À partir du moment où tu prends en main ton destin, en fait. Je comprends ce que Voilà. tu veux dire. Mais il y a quelques fois, tu vois, celui qui, comme tu dis, il peut travailler par exemple dans un Big Four, dans une grosse société de conseil, tu vois. Peut-être qu'il fait ça aussi parce que c'est l'image, c'est un idéal qui s'est fait d'un modèle de réussite et qui va vers ça et qu'il en tire une satisfaction. Mais est-ce que vraiment il est apaisé, vraiment il est lui-même? Parce que je vais faire un parallèle. Moi aussi, je me suis dit ça. C'est que beaucoup dans ma carrière, j'avais l'impression par moments d'être heureux. Mais en fait, j'étais pas heureux. Parce que heureux, c'est être apaisé. J'étais pas apaisé. C'est juste que, en fait, t'es pris par ce sentiment d'adrénaline, d'accomplissement de choses qui sont extraordinaires et donc tu te sens fort. C'est un shoot en fait, c'est un shoot d'émotion, un shoot d'adrénaline. Et tu te dis, regarde d'où je viens, regarde ce que j'ai fait. Non, moi je suis le gars, etc. T'as vu, je suis tellement fier de moi, je suis fier pour mes parents, je suis fier pour truc et tout. T'as envie de chialer quand t'es tout seul. Ouais. Et après ça retombe. Tu vois, mais le bonheur, c'est pas ça, c'est un peu comme une relation toxique. Quand t'es avec une meuf et que tu vois, t'es super content, c'est la femme de ta vie par moment, et puis t'es un down, tu dis c'est la pire des meufs et tout. C'est un peu la même type de dynamique finalement. Tu vois. Je vois ce que tu veux dire, mais la vraie question, c'est est-ce que justement, tu vois, ce trésor qui est ici avec nous, ce trésor qui est avec nous au studio, quand on fait les montages ou quand on parle d'autres projets, etc., est-ce que tu arrives à être cette personne-là dans un environnement professionnel, style société classique? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé jusqu'à une certaine limite. Tu vois, où là, tu te rends compte que, arrivé à un tel stade, bah, je peux plus être 100% moi. Ouais, exactement. À ces moments-là, tu te poses la question, est-ce que ça me dérange, oui ou non? Quelle est la stratégie? Pourquoi je reste encore ici? Comme tu avais dit, pourquoi je reste encore? Tu vois, donc ça m'est déjà arrivé parce que généralement, je veux toujours aller dans un endroit qui me correspond au moins à 70%. Ça, c'est vraiment ce que je dis. Parce que je me dis, on peut pas tout avoir dans la vie. 100%, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Et je recherche vraiment ça. Et il m'est arrivé de me tromper, comme là où j'ai fait une dinguerie. Tu vois, tu peux faire des choix, tu tombes, tu te relèves et tu te dis que... C'est intéressant parce que moi, par exemple, j'ai jamais eu ce feeling. D'être... Peut-être au tout début de la carrière, parce que c'est différent, il y avait beaucoup de mixité, tu vois, ils prenaient des gens de différents milieux parce que justement, ils voulaient des gens qui avaient faim et tout. Donc j'avais des gens comme vous. Donc quand j'étais avec vous, je me sentais moi. Ouais. Mais si je prends le suite de ma carrière, non, moi je me suis jamais senti moi, mais j'ai toujours l'impression d'être un intrus. En fait, quand je rentre là-bas, c'est genre en mode, je mets mon costume maintenant. Ouais. Mais c'est parce que tu nous as expliqué, tu étais un peu isolé et tu t'auto-isolais, focus dans un sens pour pas que tu disais il faut que je sois meilleur qu'eux parce que c'est la seule manière pour moi d'exister. Je pense que c'est aussi pour ça que tu te dissociais de la chose à ce moment-là, parce que tu n'avais pas envie de cette association vu que ça restait une compétition à un certain niveau, tu vois. Enfin, c'est ce que moi je retire. C'est que tu voulais pas... encore dans ce job, par moment, je me sentais moi-même comme je dis quand j'étais avec vous. Et tout. C'est plus par la suite, en fait, quand j'ai quitté ça, que j'ai quitté ce job, où je me suis dit, mais oh là
là, rien à voir. Quoi. Ah, mais carrément. Il faut pas que je dise que je viens de là. Il faut pas qu'il sache que ça. Tu vois, tu as ce truc non, je vois. Tu baisses la tête un peu. Il faut pas trop qu'il sache quand même. Tu vois, il risque d'avoir quelqu'un qui passe au journal télévisé. Là, il est dans ta famille. Tu vois ce que je veux dire? Là. Non, mais. Quel enfoiré celui-là, quoi. Ah, heureusement qu'ils l'ont chopé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me dis que ça dépend aussi de l'environnement dans lequel tu tombes, tu vois. Je pense que il y a des sociétés qui vont recruter pour il me ressemble, donc on l'assemble. Il y a des sociétés qui vont recruter. Mais il y a beaucoup d'entre-soi, ça que je suis en train d'expliquer. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup d'entre-soi, et cet entre-soi, c'est pas des gens comme nous, parce que forcément, c'est une classe qui est plus dominante et qui est plus élevée socialement. Et donc, il y a un entre-soi, et quelque part, toi, tu viens et tu dois fit in cet entre-soi. Tu vois? Et ce qui fait que moi, je me sens un intrus, je me sens pas moi-même, et que déjà, j'ai ce truc de. En fait, j'ai pas envie de me projeter là. Moi, j'ai envie d'être avec mes potes et j'ai envie de faire des montages et j'ai envie de faire ça. Et limite, j'ai envie d'aller travailler dans le bâtiment et faire des toitures. Mais parce que là, je suis avec mes potos. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est quelque chose qui t'a pris du temps. Ouais, ça m'a pris du temps à réaliser. T'as appris à t'écouter. Je crois que c'est ça qui. Et aussi parce que j'ai vu des gars. Et d'ailleurs, on fera un podcast, je pense, à coup sûr sur ça et on invitera les gens concernés. Ouais. Moi, j'ai un ami, vous le connaissez. S'ils veulent venir. Ouais, s'ils veulent venir. J'ai un ami, vous le connaissez, j'ai vu qu'il vivait exactement la même chose que ça. Et le gars, il est diplômé en droit quand même, tu vois. Le gars, il est diplômé en droit, c'est pas rien. Il a travaillé dans une grande banque. Mais il a pété un câble, il est devenu fou. Maintenant, il vend des voitures, tu vois. Non, mais carrément. Parce qu'il s'est dit, mais c'est quoi ce truc de ouf? Ces gens, ils sont pas comme nous de ouf, mais c'est. Tu vois, ils font des dingueries. Ouais. Ils se font des coups par derrière et l'autre elle vient me parler de l'autre dans son dos et après elle lui fait des sourires devant et puis il voit que lui-même on lui met des fautes sur lui, des gens qui lui font des sourires et tout, mais il se dit mais c'est des fous. Mais exactement. C'est des fous. Non mais c'est tu vois, il faut que les gens. Est-ce que tu peux être est-ce que vraiment on peut trouver un endroit où tu. Moi j'ai pas l'impression que je peux trouver un endroit où je vais venir et je vais me dire ah ici je suis chez moi. Bah sauf si tu commences à se. Voilà. Alors il faut commencer à toi-même faire un entre-soi où tu te dis mais alors je vais dire où tu viens toi. Ah non, c'est un trop beau quartier ça. Non mais c'est pour ça que tu vois dans la vie tu peux pas tout avoir, tu dois balancer même avec tes futurs collaborateurs etc. Tu dois essayer. Mais ce que je voulais dire c'est que c'est pas aussi quelque chose qui favorise beaucoup le burn-out. Quoi exactement? Cette situation là où tu vas te sentir intrus parce que finalement tu dis il y a un entre-soi et moi je suis différent et depuis le début je dois faire des efforts déjà pour fit dans le truc. Mais je pense et en plus de ça on se comprend pas et en plus de ça ils font des trucs et franchement moi je m'y reconnais pas, tu vois. Perso je pense que ça peut être un des sujets qui mène à un burn-out parce que ça te demande de nouveau plus d'énergie que ton. Voilà exactement, tu vois, t'as l'impression que tu fais plus d'énergie toi pour être là. Parce que quand il y a un drink c'est pas là, tu vois, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire mais là ouais excuse-moi. Non, tu peux aller. En tout cas je vois ce que tu veux dire. Bah après ouais on revient toujours sur le background socioculturel dans le sens où tu vois c'est pas un secret de c'est un secret de polichinelle que grosso modo les populations d'origine immigrée etc tu vois dans les sociétés modernes doivent souvent faire plus pour pouvoir s'intégrer, tu vois, c'est pas tu vois ce que je veux dire, donc à partir de là mais c'est au-delà de ça parce que je vais prendre un autre exemple. Attends, laisse-moi terminer. Je te dirai après, je suis sûr que ça va résonner. À partir de là, vu que on ingère ça, on se dit à l'aise, vu qu'on sait que c'est comme ça, tu vois. C'est pas genre un problème, etc. On a déjà cette constance-là et on sait que... C'est un poids, tu vois. C'est un poids, mais... C'est un poids, tu t'en rends plus compte, mais c'est un poids. Il est là, tu vois. Parce que je veux dire, autant moi, entre guillemets, je vais m'en plaindre, etc. Autant t'as quelqu'un qui va me dire l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a certaines choses qu'on doit... Et moi, c'est pas sur cette grille-là que je suis. Moi, je te donne un exemple classique. Tu commences dans une autre société demain, toi, t'es noir. Okay. Tu vois un autre noir. Ouais. Ça connecte, tu t'entends bien avec lui. Est-ce que tu vas pas avoir des trucs dans ta tête qui vont commencer à tourner et tout? Ouais, mais il faut quand même faire attention, je reste pas trop avec lui parce qu'après ça va être ces trucs et tout, ils sont entre eux, communautaires, patati patata. Est-ce que t'as pas ces trucs qui jouent ou t'arrives pas simplement à lâcher prise? Ben c'est ce que je viens de te dire. Voilà. Donc du fait que de ce qu'on nous a justement, qu'on a digéré, etc., on sait que, attention, si je reste trop avec mon poteau, là, etc., tu vois, ils vont croire que des bails communautaires. Mais on va discuter avec le poteau. Je veux dire, toi-même, tu sais, hein, tac, vas-y, on se rejoint après. Tu vois, tu vois, mais comment être soi-même quand on joue ça? C'est pas possible d'être soi-même. C'est pas possible. Tu dois toujours faire un compromis. Et le seul endroit où tu ne pourras pas faire de compromis, c'est quand tu créeras toi-même ton propre business. Après, est-ce que c'est la volonté de tout le monde? Est-ce que même là? Parce qu'après, tu vas avoir des clients et tu dois faire des compromis par rapport aux clients. Au sein de ton business. Ouais, au sein de le monde extérieur, si le monde il change pas, tu vois, tu dois toujours faire des compromis. Parce que finalement, c'est une question de perspective. Moi, je suis persuadé que tu peux te sentir toi-même dans ce type de société. Mais ça demande un travail, un changement de perspective que moi, j'ai jamais réussi à faire, quoi. Je me suis toujours senti, genre, le gars complètement différent. En fait, tu peux te sentir toi-même
Regarde, tu peux te sentir toi-même, mais en étant isolé. Tu vois, vu que tu es 100% toi-même, bah alors du coup, fatalement, tu vas t'isoler. Ils vont dire, mais ce mec, il est ouf ou quoi? Tu vois? Tout simplement que t'as pas eu des gens qui te ressemblaient fort à ce niveau-là, c'est tout. Ouais. Il y aura des environnements où tu arriveras et peut-être que t'en trouveras deux, trois, tu vois, dépendant de la taille de la société, Ouais. de nouveau. Parce que là, il y a c'est l'exemple d'une plus grosse société, tu nous as eu nous. Tu Mhm. vois. C'est ça. Mais c'est ça que je suis en train d'expliquer, c'est que tu en trouveras 2-3. Ouais. Mais c'est 2-3 sur 1000 ploucs. Oui. Et toi, tu dois collaborer avec tous les autres. Après, la question, c'est est-ce que tous les 1000 ploucs, comme tu dis, sont tous authentiques ou ils sont tous aussi en train de jouer son Ouais, rôle bien pour sûr. faire partie du groupe de la société? C'est Parce que ça, c'est ça l'image aussi, qu'on ouais. doit avoir, de nouveau. C'est Ça comme aussi, ce serait curieux. C'est pour ça que je dis que c'est une question de perspective. Ce serait intéressant d'avoir leur perspective. Peut-être qu'eux aussi, ils disent non, moi je joue un rôle qu'on m'a appris à jouer à la maison, qu'on a à l'extérieur. On Mais m'a c'est dit pas qu'il fallait moi. être comme et tout ça, et puis c'est comme ça que tu as une bonne carrière, et donc ils sont en train de jouer ce rôle. Parce que je pense qu'effectivement, c'est ça qui est un nid en fait à burn-out, que ce soit pour des gens comme nous ou pour des gens qui viennent de ces milieux-là. C'est le fait de se dire en fait, je suis obligé de jouer un rôle, que ce soit au travail, que ce soit dans ma famille, que ce soit un truc. Parce que peut-être que eux portent encore plus de poids, dans le sens où finalement, quelqu'un comme moi, si jamais je rentre demain et que je dis finalement, je vais me lancer dans le bâtiment, On dira ok. ok, tu vois. Ouais. Mais peut-être que Jean-Pierre, qui a grandi dans un certain quartier, etc., qui va dire moi, les gars, j'ai envie de poser des briques et j'ai envie d'être maçon parce que ça m'intéresse pas de travailler dans une grande banque. Mhm. Et qui vont dire mais Qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce que tu fous, Ouais. qu'est-ce qui t'arrive, jamais de la Je suis vie, familial t'es et mon tout. fils, et ceci, et tu vois, je vais Ouais. te déshériter et tout. Moi, déshérite-moi, y a rien. Tu vois ce que je veux dire? T'inquiète, on est en train de bâtir tout ça. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est comme ça, j'ai envie de te dire, c'est la vie. Il y a des choses qu'on est obligé de faire avec. Tu vois, c'est comme on dit, gestion des stakeholders, tu vois. On est obligé de faire avec. Il y aura des moments où tu pourras te sentir plus ou moins toi-même, et c'est des choix que tu fais. Oublie jamais que choisir, c'est renoncer, tu vois. Non, ça, je suis d'accord que c'est un Donc, choix. Je suis d'accord que ça. C'est pour ça que je pense qu'il y a un moyen d'y arriver. C'est juste que moi, j'ai jamais trouvé cet équilibre du tout, quoi. Mais c'est parce que je pense que c'est un jeu, c'est un jeu naturel. Je sais plus quel peuple asiatique, c'est cette histoire de yin et de yang. Tu connais quand même, Ouais, tu ouais. vois. C'est constant, en fait. C'est cette recherche d'équilibre constant. Et c'est ça, en fait, c'est la perfection. C'est de pouvoir jouer avec les imperfections. C'est là où on devient un être humain parfait, tu vois. Parce qu'on a capté qu'on a les bons, on a les mauvais côtés. Et on peut aller vers quelque chose de plus ou moins complet. Mais il faudra toujours faire la jauge. Des fois, les gens, ils sont... Tu vois, c'est les gros déséquilibres qui créent les frustrations. Ouais. Tu Mais vois. je pense pour terminer, en fait, pour moi, c'est justement ça. Pour rebondir sur ce que disait Shane tout à l'heure, pour moi, c'est le mal-être que tu vas ressentir, par exemple, dans certaines situations de ton travail, Mhm. mais finalement, c'est lié à un tas d'autres choses. Ouais. Et que le burn-out, c'est juste une soupape qui éclate Éclate. et qui te fait comprendre un ensemble de choses. Et finalement, c'est un mal pour un bien. Et je pense que le plus important dans un burn-out, quand ça vous arrive, c'est d'en tirer les bonnes conclusions. Et les bonnes conclusions, c'est jamais celles... Je pense que c'est jamais celles qu'on communique souvent de... lève le pied, mets plus de limites la prochaine fois, Michel, fais attention à toi. Ouais. Tu vois, je pense que c'est de prendre une conscience. En fait, pour moi, la conscience que j'ai prise, c'est en fait ce qu'on m'a vendu de c'est normal de pas être authentique au travail parce que voilà, on met un costume. Tu vois Ouais, cette c'est image ça, même c'est de faire vraiment sa ça. cravate, mettre un costume. Exactement. C'est très normal de faire ça parce que c'est comme ça que tu nourris ta famille, etc. Mhm. À un moment donné, je pense que moi, le burn-out, c'était un déclencheur qui m'a dit ah mais j'en ai rien à foutre si c'est comme ça ou pas. Mhm. Moi, c'est pas ça que je veux. Mhm. Donc ça peut être comme ça pour 90% d'entre vous. Mhm. Pour moi, ce sera pas comme ça. C'est ça, ouais. Parce que comme ça, moi, je suis pas heureux. Et moi, je veux être moi-même et je veux être authentique. Mhm. Et je pense que moi, ça a été le plus gros truc que j'ai retiré de ça, tu vois. Mhm. C'est de me dire, et c'est tout le travail, parce que je suis pas encore là, mais c'est tout le travail que je fais de me dire, Mhm. toutes les pierres que je vais poser dorénavant, c'est d'aller dans une direction où je vais me sentir moi-même. Mhm. Parce que si je me sens moi-même dans mon travail, que je me sens moi-même dans mon couple, je me sens moi-même après, l'étape suivante, ce serait se sentir toi-même dans ta famille Mhm. et te libérer aussi d'un rôle, d'un modèle que tu t'es construit, que tu penses devoir tenir. Tu vois, parce que finalement, c'est ça, en fait. C'est de casser des modèles qu'on s'est tous construits et se dire, non, mais ça, en fait, on me l'a donné, mais moi, j'en veux pas. Je veux pas être ça. Mhm. Moi, je veux être ça, ce qu'il y a là dans mon cœur, et c'est ce que je vais faire, tu vois. Ouais. Mhm. Et je pense que c'est ce que moi, j'ai retiré de ça. Ça résonne beaucoup pour moi aussi. Finalement, on l'a rôle qui nous prennent trop d'énergie. au final. Exactement. Et du coup, arriver à être toi-même, je pense que Parce que c'est là on où fait que sublimer la réalité, c'est pas la réalité. Exactement. Et c'est ça où je revenais aussi à revenir à la musique, etc. C'est Mhm. revenir à l'essence de ce qui faisait de moi, par exemple. Et c'est ça qui m'a aidé à me retrouver et refaire ces connexions. Mhm. Mais du coup, je suis totalement d'accord avec toi sur ce que tu dis. Ça résonne très fort. Et, ouais. Mhm, mhm.
Non, je pense que la même chose que vous, effectivement, les rôles. Les rôles, c'est ça qui nous donne beaucoup, beaucoup de pression. Il y a des rôles qui sont, même si on veut s'en libérer, il y a des rôles qui restent des rôles. Tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est Mais arriver... tant qu'on est conscient que c'est des rôles. Que c'est Ouais, des rôles, tant qu'on est exactement, conscient voilà. que c'est... Ouais. Non, mais que c'est des rôles, mais que genre, t'as capté, t'as un enfant, c'est ton enfant, tu vois. Certainement, tu vas être responsable de son éducation, mais de pas s'enfermer dans une idéologie à l'ancienne, etc., de évoluer avec notre temps en s'écoutant. Là, je pense que ça Ouais. va aller. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Ouais. mais pour moi, le rôle, c'est pas ça. Parce que tu as des responsabilités par rapport à ton enfant, Mhm. tu les remplis, mais le rôle, ce serait de dire, en tant qu'homme, j'ai des responsabilités avec mon enfant et il ne doit jamais voir que je suis vulnérable et il ne doit Ouais, jamais voir que carrément. j'ai du mal. Ça, et c'est tu la vois, façade. tu vois ce que je veux dire? Exactement, Ouais. cette façade-là, Mhm. tu dois la casser. Exact, Tu vois, ça, il faut la tu casser, dois, ouais. tu dois la casser. D'ailleurs, j'avais envoyé la semaine dernière une phrase à chaîne que j'ai entendue dans un prêche d'un office religieux et que j'avais Mhm. trouvé, qui avait particulièrement résonné par rapport à une chose que tu avais dit dans le précédent podcast, Mhm. où tu avais dit, moi, je ne veux pas vivre pour mes enfants, je veux vivre avec mes enfants. Mhm. Et cette phrase qui avait été énoncée, c'est sois le compagnon de tes enfants Mhm. avant que d'autres fassent de tes enfants leurs compagnons. Mhm. Et ça, je me suis dit, ouais, Ouais. ça c'est Mhm. puissant parce que Ça, c'est c'était vraiment très ça. Et tu puissant. peux pas être un compagnon si tu joues un rôle. C'est Exactement. ça. Un compagnon, tu es assis à côté de ton enfant, tu te montres tel que tu es, tu vois. Exactement. Et tu dis, j'ai une responsabilité vis-à-vis de toi, Mhm. mais tu sais quoi, des fois, je vais faillir parce que je suis un être humain, C'est ça. tu vois. Et comme toi, des fois, tu vas faillir par rapport à des choses que tu dois faire, mais je serai toujours là pour toi et on est une famille, c'est ça la vie, tu C'est vois. ça, Ouais. c'est ça. Ah non, là, j'aime ces mots, j'aime ces mots. C'est très J'ai envie de les prendre en guise de conclusion même. Je sais pas si on a déjà abordé Ouais, tout ce là, on qu'on a voulait fait le tour, on a aborder, fait le tour pour cet la épisode. structure. Ah, franchement, c'est Et comme vous savez, les gars, comme d'hab, hein, si ça a résonné chez vous, si vous êtes toujours là, mettez une revue parce que c'est comme ça que le podcast il a de la visibilité. C'est avec les revues que vous mettez sur toutes les plateformes de streaming. Si vous regardez ça en vidéo et que vous voyez nos belles têtes, alors là, Voilà. vous connaissez la rengaine, ça, vous On est connaissez ensemble, l'algorithme, on tout est ça. ensemble. T'as vu commentaires, like, Voilà. etc. Ça Dis-nous comme ce que d'hab. t'en penses. Voilà. Tout. Écoutez, je propose qu'on se dise à la prochaine. Je pense qu'on a fait ce qu'il y avait à faire. en Et si vous termes n'avez pas de vu la publicité, partie hein. 1, allez la voir aussi, elle est très intéressante. Vraiment, Exactement. n'hésitez pas, on se plie en 4 pour vous. Beaucoup d'amour. Dans la chaleur. One love. Allez, allez. À la Et à prochaine. très la bientôt. prochaine. Salut les gars.